ou le maintien. D'accord. C'est Voilà. l'enregistrement. Voilà, cette démarche peut se révéler difficile, hein, pour des personnes de s'engager dans cette démarche, parfois faire le deuil d'une situation professionnelle antérieure et d'accepter donc une limitation. Donc voilà, tous ces sujets que vous pouvez rencontrer et d'autres, hein, dans votre cadre professionnel, bah, écoutez, nous allons l'aborder et voir comment aborder au mieux cette démarche auprès des intéressés pour mieux les accompagner. Et je remercie, bah, l'ensemble des personnes qui ont préparé ce webinaire, Elodie, Isor, et puis toutes les personnes qui vont témoigner également dans leur cadre professionnel. Voilà, donc sans plus attendre, je redonne la parole à Elodie. Merci Marc. Alors, voilà un petit rappel. Vous êtes très nombreux ce matin, hein, pour ceux qui viennent juste de nous on a intégré encore beaucoup de personnes pendant l'introduction de Monsieur de Dumas. Donc, bien couper vos micros. Soyez très vigilants ce matin à bien les couper. Et ensuite, n'intervenez vraiment à aucun moment oralement. Vous pouvez par contre poser toutes vos questions par écrit dans le fil de la conversation. Pour ceux qui ne sont pas renommés, on vous demandera si possible de mettre votre nom, prénom pour qu'on puisse vous identifier et gardez votre téléphone à disposition puisque nous aurons un petit sondage qui sera fait à l'aide de vos téléphones. Alors, au programme ce matin, alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que le sujet intéresse puisque vous étiez plus de 430 à vous inscrire. Là, vous êtes quand même très nombreux déjà à nous avoir rejoints, plus de 175. Donc, c'est un sujet qui est dans les préoccupations de pas mal de personnes dans leurs organisations. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Une première partie sur le handicap et nous, où on va voir tout ce qui tout ce qui constitue les freins à aller à la reconnaissance intrinsèque et extrinsèque à l'individu. Et puis, comment lever ces freins? Quelles sont les pistes d'action? Alors, bien évidemment, on n'a pas de baguette magique, mais on va essayer de vous donner pas mal de pistes pour essayer de lever bon nombre de ces freins. Nous aurons ensuite le témoignage d'un agent avec un centre de gestion qui nous expliquera typiquement ce qui lui a fait changer d'avis sur la reconnaissance ou alors pourquoi elle y est allée à un moment donné alors qu'elle n'y allait pas avant. On verra ensuite, une fois que le souhait de franchir le pas de la RQTH est fait, comment bien accompagner, quels sont les acteurs, comment s'y prendre, comment consolider la décision. Nous aurons le témoignage d'un Cap Emploi, d'un employeur qui a fait pas mal de choses et qui accompagne beaucoup à la RQTH. Et nous finirons sur les actualités du FIPHFP et on vous demandera de bien rester jusqu'à la fin si possible pour évaluer le webinaire, puisque c'est important aussi pour nous d'avoir vos retours. Alors, comme je vous l'ai indiqué, la première partie de ce webinaire est dédiée au handicap et nous. Voilà, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se trame dans l'esprit des personnes qui hésitent, qui auraient envie d'aller à la reconnaissance mais qui n'y vont pas. Et on va déjà se poser ces questions-là. Alors, je vous invite à prendre vos téléphones. Vous pouvez donc scanner ce QR code qui se trouve sur votre écran, ou alors, si vous n'avez pas envie d'utiliser votre téléphone, vous pouvez aller simplement sur une page internet de votre ordi pour aller sur WooClap. Vous avez le en bleu devant vous, www.wooclap.com. J'ai pas encore lancé la question, donc c'est normal que vous ne voyez rien. Et le code de l'événement en haut, c'est RQTH 2811, comme la date d'aujourd'hui. Donc, comme vous êtes nombreux, je laisse un petit peu le temps de scanner ce QR code et d'aller répondre à la question que je lance. Alors, quel frein dans votre pratique professionnelle ou même dans votre entourage personnel vous entendez le plus souvent pour aller à la RQTH? Qu'est-ce qui revient le plus souvent selon vous? Est-ce que c'est je ne suis pas handicapé, pour moi, c'est pas pareil? Pourquoi faire? Je vis très bien avec. Je connais quelqu'un qui a déjà fait une demande pour le même handicap et ça lui a été refusé, donc ce sera pareil pour moi. La démarche est bien trop complexe et longue, ça n'aboutira jamais. Je ne pourrai plus faire de prêt à la banque, j'aurai l'étiquette handicap collée au front. Alors, vous pouvez répondre sur plusieurs freins, hein, vous devez en entendre quand même quelques-uns. On va laisser un petit peu chacun voter. Je vais bientôt arrêter pour qu'on reste dans le timing. Et encore une fois, que ce soit dans l'entourage professionnel, personnel, ou peut-être même vous qui hésitez à vous reconnaître, qu'est-ce qui constituerait votre plus grand frein?
Alors, ce qui revient hein, dans vos sondages le plus souvent, c'est je ne suis pas handicapé, c'est différent pour moi. Donc, un peu le déni du handicap ou la non-acceptation du handicap. On voit également qu'on a une grosse part de j'aurai l'étiquette handicap collée au front, donc le regard des autres, qui est quand même importante et s'associer à cette terminologie. Nous avons également la démarche est beaucoup trop complexe et longue, ça n'aboutira jamais. Donc cette complexité, bon, qui peut s'avérer être réelle par moment, hein, on ne dit pas le contraire, mais voilà, qui est quand même un frein aujourd'hui, on va en reparler. Et puis effectivement, je connais quelqu'un qui a déjà fait une demande, etc. Donc les gens qui ne savent pas encore que peut-être que dans leur situation à eux, ben, pour une même typologie de handicap, ça peut être reconnu. Merci pour vos réponses. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, on vous a mis ici un extrait d'un document qui est sur le site du FIPHFP. Donc, c'est un extrait de ce document et quels sont les freins les plus souvent constatés à la RQTH. Alors, attendez, on admet en même temps. Donc, les freins subjectifs qui sont les plus souvent relevés, c'est la crainte des conséquences. Je vais faire une RQTH, très certainement, je n'aurai plus d'évolution professionnelle, d'évolution de salaire, je vais avoir un frein dans ma carrière. Voire même pour les plus réfractaires, je peux peut-être être licencié parce que je fais une RQTH. La peur de se voir stigmatisé, d'être traité différemment, de ce soit positivement ou pas, hein, mais de ne plus être traité comme les autres. Le déni de l'agent lui-même au sujet de sa situation de handicap, c'est quelque chose qui revient également souvent. Et les freins plutôt objectifs, là vous venez de voir des freins qui sont plutôt intérieurs à l'individu, là c'est vraiment les freins objectifs, c'est ben, les méconnaissances des droits. On constate souvent en sensibilisation que des personnes ne savent pas que pour un diabète par exemple ou pour une suite de cancer, on pourrait envisager une reconnaissance du handicap. Difficulté à identifier les bons interlocuteurs. Ah, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas comment. Là, on va y répondre aujourd'hui. Crainte de ne pas maîtriser l'information, qui va savoir et la confidentialité, et les difficultés éventuelles pour accomplir, pardon, toutes les formalités administratives. Alors, comment agir sur ces freins? C'est ce qui va nous occuper ce matin dans cette première partie du webinaire. Donc, première chose, et on le constate encore une fois dans notre expérience pardon, de sensibilisation au quotidien, sensibiliser et informer, c'est un premier axe qui est très important. Encore une fois, beaucoup de personnes ne connaissent pas les situations, les difficultés, les troubles qui peuvent faire l'objet d'une RQTH. Encore trop souvent en sensibilisation, on voit des personnes qui pensent que le handicap, c'est moteur, c'est visible. Alors vous, vous êtes tous sensibilisés, vous êtes quand même des référents handicap. Mais sachez, enfin, vous le savez, il y a plein de gens qui ne connaissent pas plein de situations. Donc, rappelez les familles de handicap, rappelez euh, le lien entre cette situation-là et l'emploi qui peuvent être des situations de RQTH. Comment? Première chose, en communiquant sur le rôle, les missions et votre disponibilité de référent handicap pour favoriser l'identification. Proposer des actions de sensibilisation, pas que pendant la RQTH, mais tout au long de l'année, ça permet aussi de faire une petite piqûre de rappel, parce que mettons qu'une personne commence à avoir des symptômes de quelque chose en décembre, elle ne va pas attendre la prochaine SEPH pour se poser la question et être informée sur le handicap. Donc plus vous le faites régulièrement, mieux c'est. Que ce soit auprès des agents et auprès des encadrants. Favoriser en complément aussi des actions de sensibilisation, parfois en petits groupes, quand vous savez qu'il y a une thématique, il y a un sujet un peu plus ciblé, pourquoi pas envisager cette sensibilisation vraiment ciblée. Et puis communiquer régulièrement via les réseaux sociaux, via des pages intranet de vos organisations, des newsletters, etc. C'est pas toujours fait également, c'est de proposer, informer les collaborateurs sur l'accompagnement qui est fait quand on reconnaît son handicap, ne pas hésiter par moment, dire voilà ce que nous faisons régulièrement pour accompagner, pour compenser, pour adapter, etc. La newsletter, je vous en ai parlé. S'engager aussi sur des temps forts, évidemment, comme la SEPH, hein, c'est important. Je vous rappelle, pour petite parenthèse, nous avons remis à jour le kit SEPH du FIPHFP. Alors la SEPH est passée, mais il y a plein d'idées, plein d'infos que vous pouvez utiliser à d'autres moments de la SEPH que vous pouvez retrouver sur le site du FIPHFP. Donc il a été mis à jour il y a un mois. Encore une fois, ne pas se limiter à la SEPH, sensibiliser tout au long de l'année, ça peut permettre à certaines personnes de dire, tiens, ben oui, effectivement, peut-être à force d'entendre le message, je vais peut-être y réfléchir. Mettre en place, pourquoi pas, des permanences. Alors attention à la confidentialité des rendez-vous, mais des permanences, voilà, le référent handicap vous recevra
le jeudi matin, pour les personnes qui se posent la question. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas de tabou et qui viendront vous voir, et puis sinon, proposer des choses plus confidentielles. Proposer des témoignages, des podcasts, enfin des petits témoignages aussi, ou des affiches où les personnes témoignent sur l'adaptation qu'elles ont eue, l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier dans le cadre de leur RQTH. Ça, c'est des choses qu'on a testées et qui marchent très bien pour faire passer le cap à certaines personnes qui hésitent encore, en voyant, bah, tiens, un tel a un handicap invisible, il a communiqué dessus. Pour autant, il est toujours chef d'équipe, pour autant, il a évolué. Donc, je vais peut-être me lancer parce que je vois que ce n'est pas un frein à l'évolution dans mon organisation. Les pages intranet pour ceux qui en ont, donc dédiées avec des informations, les documentations diverses, livrets, affiches, plaquettes, les diffusions d'informations sur les écrans, les salles de pause, les lieux communs, des réunions d'information internes. Voilà, tout ça, on sait que vous faites déjà beaucoup de choses, mais c'est pour vous rappeler qu'on peut encore faire encore plus et que plus vous faites, plus les personnes vont avoir la petite piqûre de rappel dans leur esprit et peut-être franchir le pas. On va passer maintenant à un deuxième axe pour justement limiter les freins, c'est d'agir sur les craintes et les peurs. Vous l'avez dit vu tout à l'heure dans vos sondages, beaucoup de personnes hésitent à y aller parce qu'elles ont peur de pas mal de choses. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent les neurosciences dans ce qui se trame dans votre cerveau, dans le cerveau d'une personne quand elle a peur, quand elle a des craintes, et comment limiter ses peurs et ses craintes et les faire passer à l'action. Ce que nous disent les neurosciences, c'est que vous prenez à peu près 35 000 décisions par jour en moyenne et seulement 0,26% sont conscientes. Donc il y a beaucoup de réactions de décisions automatiques ou de décisions que vous prenez sans vous en rendre compte. Même la décision de mettre un pied devant l'autre et de respirer est une décision. Donc il y a une grande part de nos automatismes dans notre cerveau et nos représentations influencent nos perceptions. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est qu'on prend beaucoup, beaucoup de décisions inconsciemment, par réflexe. Et la peur et la crainte sont un système réflexe et des automatismes de notre cerveau. Quand vous êtes dans un, ou que la personne qui hésite est dans une hésitation donc pour aller à la RQTH et qu'elle a peur d'y aller pour tout ce qu'on a vu tout à l'heure, si elle fait appel à son cerveau rapide, non, c'est bon, ça me fait peur, je vais être licenciée, ça va pas aller, tout le monde va me juger, etc. Cette personne-là, à ce moment-là, elle fait souvent appel à son cerveau rapide. C'est-à-dire qu'elle a une pensée intuitive, ses peurs prennent le dessus et envahissent son cerveau. Quand la personne prend le temps de réfléchir, de calmer ses peurs, etc., de discuter avec des personnes, les bonnes personnes, elle va activer ce qu'on appelle la pensée rationnelle, le cerveau lent, et là, elle va pouvoir limiter ses peurs et être dans un raisonnement beaucoup plus posé. Et donc, plus vous allez être dans la pensée rapide, plus vous allez être dans la crainte. Le manque d'informations sur le handicap, hein, on le constate toujours, tous les jours, pardon, nous fait craindre le changement. Vous avez tous à votre niveau parfois des changements dans vos organisations, des changements dans votre vie. S'il n'y a pas d'informations autour de ce changement-là, ça peut créer de l'anxiété, plus ou moins forte chez certains d'entre nous. Exemple, si je fais une RQTH, je ne pourrais plus faire de prêt bancaire. Vous savez comme moi que c'est complètement faux, il n'y a pas de notion de RQTH dans le prêt bancaire, mais on voit encore beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ce frein à la reconnaissance. Je ne pourrai plus évoluer dans l'organisation. Que vais-je devenir? Suis-je toujours compétent? Donc, les appréhensions et la crainte, ça pousse l'individu à avoir une attitude qui est fermée. Donc, c'est important d'être sensibilisé, comme on vient de le voir, pour comprendre que le handicap et restrictions dans la vie personnelle, par exemple, ne sont pas liés. Et déjà, lever beaucoup de peur et d'anxiété chez la personne qui hésite à se reconnaître. Votre cerveau, quand il a l'impression qu'il va perdre quelque chose, il va se mettre dans ce qu'on appelle la fuite ou l'opposition. Je ne connais pas, ça me fait peur, je ferme le sujet, je n'y vais pas. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement cognitif. Qu'est-ce qui fait que le cerveau va s'engager dans quelque chose qui préalablement lui faisait peur? C'est quand il y a un gain. Donc, il a besoin, votre cerveau, d'avoir un gain pour apprendre et pour s'engager. Donc, quand j'ai des craintes, mon cerveau met tout en œuvre pour réduire vos sensations désagréables. Donc, ça va être la fuite. Non, je ne veux pas entendre parler de la RQTH. Ou le combat. Non, ça sert à rien, j'en veux pas, etc. Par contre, si la personne est informée, qu'on se pose autour de la table avec elle, qu'elle a les bons interlocuteurs, qu'elle est sensibilisée tout au long de l'année, qu'elle voit souvent passer des communications sur le handicap dans son organisation, déjà, elle va voir que sa structure est ouverte au sujet. Et donc, le cerveau, là, va être beaucoup plus d'accord pour s'engager et va voir l'intérêt d'aller dans le changement. Au niveau des hormones qui sont sécrétées dans le cerveau de chacun, c'est très binaire. C'est-à-dire que est-ce que l'action
dont on me parle va être bénéfique pour moi? Non. Sécrétion de noradrénaline, pardon, et de cortisol. Le cerveau est en fuite. Je ne ferai pas de RQTH. Il est dans le combat. J'en ai pas besoin. Ça sert à rien. Me parlez pas de ça. C'est pas le sujet chez moi. C'est vraiment aussi une réaction chimique dans votre cerveau. Alors, il y a pas que la chimie dans le cerveau qui va conditionner vos décisions, mais en tout cas, c'est l'une des pistes pour comprendre comment une personne peut être très réfractaire, pourquoi une personne peut être très réfractaire à la RQTH. Si par contre, en ayant accompagné, on voit que l'action est bénéfique, vous pourrez avoir des compensations, vous pourrez avoir des aménagements de poste, vous pourrez arrêter de souffrir en silence, si vous avez des problèmes qui vous font mal, hein, des douleurs, vous pourrez arrêter d'être incompris, vous aurez un aménagement horaire, etc. Quand la personne a compris le gain pour elle de faire une RQTH, elle va sécréter des hormones qui sont bien plus positives pour le cerveau. Là, on parle de dopamine, d'endorphine, de sérotonine et d'ocytocine. Ces hormones-là, qui sont des hormones qui poussent à l'engagement, qui poussent au bien-être. Alors la dopamine, on est plutôt sur l'hormone de la motivation. L'endorphine, sur tout ce qui est antidépresseur, ou joie de vivre. La sérotonine, même chose, l'humeur, des situations heureuses qui vont sécréter de la sérotonine, situation confortable, je me sens bien, je suis rassurée. Et l'ocytocine, l'hormone du lien, de la relation, je suis accompagnée, je suis pas tout seul, les gens me comprennent, j'ai pas un regard négatif sur mon handicap, mon manager me comprend. Tout ça fait sécréter quand même des hormones positives dans le cerveau qui font que le cerveau va être beaucoup plus prêt à s'engager. Alors, c'est un apport très rapide des neurosciences. Tout ne repose pas non plus sur les hormones, encore une fois, dans le cerveau des personnes, mais c'est bien aussi de comprendre un peu du point de vue cognitif comment on fonctionne basiquement au niveau des hormones, de la sécrétion des hormones. Troisième volet pour agir pour convaincre, hein, pour amener à la RQTH, c'est de créer un climat de confiance. Alors, sur le papier, c'est facile à dire, mais comment on fait pour créer un climat de confiance qui fait que la personne a envie de s'engager et arrive à lever ses freins? Première chose, agir sur la posture du référent de handicap. Alors, excusez-moi, il y a une petite coquille sur les slides, il y a deux fois l'encadrant. Agir sur la posture de l'encadrant et aussi agir sur le collectif de travail. Si la personne est dans une équipe où régulièrement il y a des petites moqueries, la vanne est un peu facile, on utilise parfois la vanne liée au handicap pour rigoler sur quelqu'un, c'est tout des choses les personnes qui hésitent à se faire reconnaître dans leur coin vont se dire, Ouh là là, j'ai pas envie d'être la cible de moqueries ou de choses comme ça. Donc c'est important aussi d'être dans des valeurs d'encadrement, dans des valeurs d'organisation, de prôner un regard sur le handicap bienveillant. Pourquoi pas, encore une fois, de faire témoigner des personnes qui ont reconnu leur handicap pour créer aussi un climat de confiance au sein de l'organisation. Parce que le référent handicap peut faire tout ce qu'il veut, l'encadrant aussi, si régulièrement dans l'entreprise, enfin pardon, pas dans l'entreprise, dans l'organisation, dans les structures, il y a des valeurs, etc., qui ne sont pas liées, ça ne marchera pas non plus pour franchir le cap. Alors, quelques infos sur cette posture. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui hésite à aller vers quelque chose de délicat va franchir le pas? C'est de pratiquer l'écoute active, de favoriser l'échange, d'être vraiment présent, disponible, en proximité. Comme on vous l'a mis, de garder le lien. Bon, ça va peut-être relancer la personne qui est venue vous voir il y a 2, 3 semaines, mais ça, j'imagine que vous le faites très bien. Et construire une relation dans la durée. Être convaincant. Si vous, voilà, dans sa posture, ça passe vraiment par tout ce qu'on transmet, hein, dans le non-verbal, dans la posture, dans les actions. Être persuasif, entraînant, positif, constructif, orienté solution sur la situation de handicap. Respecter la confidentialité, bien sûr, faire preuve de discrétion, tout ce qui, ça, on parle aussi de la posture de l'encadrant, hein, ici, pas que du référent handicap. L'accompagnement personnalisé, être un relais. Informer, conseiller, laisser la prise de décision à l'agent et qu'il ne se sente pas un peu au pied du mur, à être un peu forcé à la reconnaissance. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps, on le verra tout à l'heure avec le déni. Donc c'est aussi laisser l'impression à l'agent que c'est lui qui prend la décision d'y aller et pas être trop contraint et forcé, dans la mesure du possible, bien sûr. Sécuriser, rassurer, avoir conscience que bah, ça peut générer des freins, des doutes, des appréhensions, et donc comprendre, faire preuve d'empathie. Et puis éviter le vocabulaire négatif, le terme de handicap, plus essayer, pas le répéter constamment, mais d'une situation aménagée, de difficultés qu'on va prendre en compte pour que vous alliez vers du mieux, recherche de solutions.
tout un langage qui va aussi dans le cerveau, comme on l'a vu tout à l'heure, sécréter des hormones positives plutôt que renvoyer vers de l'anxiété avec des termes négatifs qui font sécréter des hormones, comme vous l'avez vu, bien moins bonnes pour l'engagement. Toujours sur ce même document que vous pourrez retrouver sur le fiphfp.fr, comment aider à lever les freins subjectifs, bah, en rassurant l'agent, en expliquant le droit à la compensation, en garantissant, en sensibilisant. Je ne vais pas tout vous lire parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Ce qu'on vient de voir, les collectifs de travail, informer et accompagner l'agent aux différents moments de son parcours et pas se dire bah, ça y est, il a accepté de faire un RQTH, maintenant bah, il va voir ça avec d'autres personnes. Essayer quand même d'être là de temps en temps pour savoir si tout se passe bien dans sa démarche. Aider à lever les freins objectifs, c'est aussi informer les collaborateurs sur les intérêts de la démarche et du statut. Vous verrez plein de choses dans ce document. Communiquer sur la politique handicap régulièrement. Voilà tout ce qu'on fait pour les personnes qui se font reconnaître. Voilà comment on peut vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Et rendre lisible le parcours administratif. On verra des bonnes pratiques tout à l'heure par nos témoignants pour vous donner quelques pistes sur ce sujet. On aborde plusieurs axes assez rapidement ce matin, hein. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'aller de ne pas aller en profondeur sur tous les volets, mais d'avoir plusieurs pistes d'action. Alors, une situation qui revient souvent dans le franchir le pas à la RQTH, c'est le déni. Donc, on va en parler aussi ce matin. Donc, le déni, c'est quoi? C'est le refus de reconnaître la réalité d'une perception difficile ou traumatisante. Faut le voir comme un mécanisme de défense. Donc la personne n'a pas forcément, comme son nom l'indique, hein, elle est dans le déni, elle ne fait pas forcément exprès, et elle est surtout en général absorbée par ses angoisses, et c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se mettre dans la situation d'aller à la reconnaissance. Le déni, on peut le constater sur le handicap visible, invisible, intellectuel, moteur, psychique. Il n'y a pas une typologie de handicap qui est plutôt liée au déni. C'est par moment, vous avez une personne avec la survenue d'un handicap qui peut avoir du mal à accepter cette survenue de handicap, ne pas vouloir y aller pour l'instant. Je n'ai pas de difficulté, ce n'est pas un handicap, pour moi c'est différent, moi je suis pas handicapée, je sais très bien faire, merci, je sais très bien me gérer, j'ai pas besoin d'une RQTH, ce qu'on entend souvent. Pourquoi moi? Des choses que les gens ont du mal à accepter. Il faut vraiment avoir à l'esprit que pour certaines personnes, reconnaître un handicap, c'est faire le deuil d'une vie passée. Il y a des personnes, à tort ou à raison, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui vont se dire, je vais forcément aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et j'ai pas envie que ça change, j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie d'aller vers le changement. Donc avoir à l'esprit que l'annonce d'un handicap, d'une maladie chronique, d'une déficience, ça peut provoquer un choc émotionnel chez la personne. Ça touche à l'image de soi. Pour certains, c'est pas forcément facile d'aller vers la reconnaissance. Le déni, c'est aussi le refus d'un diagnostic, d'un traitement ou d'un accompagnement psychologique. C'est courant pendant cette phase, hein. La personne qui est dans le déni, elle refuse aussi l'accompagnement. Et dans les recherches qu'on a fait, on voit que le personnel médical est de plus en plus formé à l'annonce d'un handicap pour que celui-ci soit le moins traumatisant possible. Je répète, si vous avez des questions, Isor est là pour vous répondre dans le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à un collaborateur qui est dans le déni, face à un agent qui est dans le déni? Donc, la première chose, c'est, comme on l'a dit, être dans le déni, c'est créer aussi un climat de confiance, être dans la relation, que ce soit l'encadrant, le référent handicap ou le service RH, avec cette personne qui sente qu'il peut parler avec vous en toute confiance. Donc, ça joue aussi sur tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la posture. Communiquer et informer. Plus il y aura de la communication, plus il y aura une petite voix qui reviendra, il y aura une possibilité de cranter un petit peu sur la reconnaissance au handicap. Rassurer. Parler aussi de situation de handicap plutôt que personne handicapée, ça permet pour certaines personnes de sortir un peu l'identité du handicap, de voir que bon, je suis dans une situation professionnelle handicapante, je ne suis pas dans l'identité quelqu'un d'handicapé, ça peut permettre à certains de franchir le cap. Adopter une posture positive, accepter que le processus d'acceptation puisse prendre du temps. Je sais que parfois c'est pas évident, mais de se dire bah là la personne n'est pas prête, c'est pas la peine qu'on la brusque, c'est pas la peine d'aller l'envoyer à chaque fois
parler avec le référent handicap, ça peine de lui rabattre les oreilles là-dessus. Peut-être qu'il y a des moments où il faut. Alors, c'est pas toujours facile parce que quand on est face à des difficultés et qu'on voit que la personne va de plus en plus mal et qu'elle a vraiment besoin de faire une reconnaissance et qu'elle n'y va pas, on est parfaitement conscient que c'est très inconfortable, mais il faut vraiment parfois accepter aussi que ben, pour l'instant, si on peut temporiser un peu, ben, il faut essayer de le faire. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours facile. Procéder étape par étape, ne pas brusquer, chacun évolue à son rythme. S'appuyer sur des personnes de confiance aussi, par moment, si les collègues de l'agent vous font remonter des difficultés et que vous savez qu'il est particulièrement proche d'une de ses collègues ou d'un de ses collègues, peut-être aussi vous appuyer sur ces personnes-là pour lui dire, bah voilà, nous on est vraiment prêts à l'accompagner, à l'aider, essaye de toi faire passer des messages. Nous on n'y arrive pas ou c'est délicat. Et donc, ça peut être aussi une personne ressource pour vous, ces collègues de travail avec lesquels l'agent est proche. Aussi, ça peut être un peu différent de ce qu'on pratique, mais avoir le courage de mettre l'agent aussi face à ses difficultés. Voilà, tu ne veux pas aller vers la reconnaissance, pour autant, tu vois que là, il y a eu des difficultés. Là, sur ces objectifs-là, c'est pas forcément facile pour toi. Dans ces relations avec telle personne, t'es en difficulté également. Essayez avec bienveillance aussi de lui faire prendre conscience qu'aller vers la reconnaissance, c'est aussi lutter contre ses difficultés, c'est lui rendre service, etc. Et peut-être que petit à petit aussi, il va se rendre compte de ses difficultés et avoir le courage de lui dire et de ne pas toujours protéger la personne en se disant qu'elle est déjà dans le déni, on ne va pas trop la brusquer. Et puis, ben, bien évidemment, s'appuyer si besoin sur la médecine du travail, les centres de gestion, on les verra tout à l'heure, le Cap emploi, on les verra tout à l'heure aussi, assistante sociale, on en aura aussi tout à l'heure, pour essayer d'avancer sur des sujets parfois épineux, hein. Il y a toujours des situations où on ne sait pas comment accompagner l'agent vers la RQTH, mais bon, il y a aussi plein de personnes ressources à l'extérieur qui peuvent vous aider. Cette courbe de deuil, peut-être que certains de Kubler-Ross, peut-être que certains la connaissent, c'est utilisé beaucoup en coaching, en accompagnement, pour comprendre face au changement, face à une situation nouvelle qui peut se tramer dans l'esprit d'une personne. Parfois, la personne peut ressentir une forme de choc. Elle va passer ensuite vers une forme de déni, puis la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation, pour aller tout doucement vers une reconstruction. Vous avez des personnes à l'annonce d'un handicap, elles vont même pas passer vers le choc ni le déni, hop, elles vont tout de suite être dans la résignation ou dans l'acceptation et la reconstruction. D'autres vont passer par le choc. Je viens d'apprendre une maladie invalidante, je viens d'avoir un accident. Il faut comprendre que les personnes, pour l'instant, peut-être sont bloquées dans cette émotion-là. Rapidement, peut-être qu'ils iront vers d'autres émotions. Mais cette courbe de deuil, chacun la traverse. Alors, certains directement, encore une fois, vers l'acceptation et la reconstruction. Certains vont rester bloqués dans le déni pendant pas mal de temps. D'autres dans la colère. C'est pas toujours évident de se dire que voilà, jusqu'à la fin de sa vie, on va vivre avec un handicap qui sera irréversible. D'autres vont ressentir de la tristesse, etc. Donc, cette courbe de deuil, vous pourrez retrouver sur Internet énormément d'apports, mais ça nous permet de comprendre avec empathie un peu ce qui peut se tramer dans la tête d'une personne qui vit une nouvelle situation de handicap. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui est ressorti le plus souvent, je crois, hein, sur ce que vous entendez, des freins à la RQTH, c'est les craintes du regard des autres, la crainte de cette étiquette handicapée sur le front. Alors, comment lever les craintes du regard des autres? Là, on vous fait un petit peu un retour sur nos pratiques hein, en sensibilisation et de ce qu'on peut constater. C'est rappeler la confidentialité. Encore une fois, trop souvent, on voit en sensibilisation que les personnes ne savent pas que la RQTH est confidentielle, qu'ils peuvent donner une RQTH sans pour autant que la personne, ni leur manager, ni qui que ce soit informé de la typologie de handicap. Le rappeler peut permettre quand même de lever des peurs et des angoisses par rapport au regard des autres. L'argument qu'on utilise aussi en sensibilisation qui fonctionne bien, c'est OK, vous ne voulez pas aller à la RQTH parce que vous avez peur que les personnes vous mettent l'étiquette handicapé, mais à force de ne pas être efficace dans tes missions, de ne pas arriver à faire ton travail correctement, d'être un peu de mauvaise humeur par moment parce que tu n'es pas bien dans ton poste, est-ce que tu penses que le regard des autres est meilleur? Donc, au contraire, peut-être qu'en faisant une RQTH, tu auras les aménagements nécessaires, les compensations nécessaires qui te permettront d'être beaucoup plus efficace dans ton travail et de donner une image beaucoup plus compétente.
Donc le regard des autres, il n'est pas que sur le handicap, il est aussi sur l'efficacité qu'on a dans notre travail. Donc parfois, c'est un argument, en tout cas il a été testé et approuvé, qui peut fonctionner avec des personnes qui ont peur de ce regard des autres. On l'a dit tout à l'heure, hein, sensibiliser les équipes, accompagner l'encadrant. C'est la peur de ce que va penser l'encadrant aussi, ça revient régulièrement. Oui, mais mon encadrant, mon manager comprendra pas. Je suis sûre qu'après, il me fera pas évoluer, etc. Rappeler les processus de discrimination. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'évoluer pour une situation de handicap. Essayer d'accompagner le manager aussi pour qu'il ait le bon discours, les bonnes valeurs, etc. On vient de le voir, hein, comprendre aussi que bah oui, c'est pas facile d'accepter le regard des autres et de comprendre la personne dans tout ce qu'on vient de voir avec la courbe de deuil. Ça permet aussi d'être le plus calé et le plus adapté pour bien l'accompagner et avoir les bons arguments, la bonne posture pour le rassurer, pour accepter sa colère, son déni, ça, etc. Et aussi, une chose qui marche bien peut-être, c'est agir sur la confiance en soi et le renforcement positif de l'agent. Ok, tu auras peut-être une RQTH et ça change rien, mais tu as plein de compétences et au contraire, avoir la RQTH te permettra de renforcer tes compétences, de performer sur ton poste et d'évoluer demain. Donc c'est plutôt quelque chose qui va être un renforcement de tes compétences plutôt que quelque chose de négatif, mais les personnes ont besoin de l'entendre parfois. C'est évident pour nous, mais ça l'est pas forcément pour la personne qui est en train de vivre une situation qui n'est pas facile pour elle. Alors, je vais donner la parole maintenant à deux personnes. Alors, pour des raisons de confidentialité du témoignage, Karine ne donnera pas son nom de famille ni son employeur. Et elle sera accompagnée donc de Brigitte Monnier du centre de gestion. Alors, j'ai mis 34, mais je crois que c'est le Gard. Brigitte, vous me corrigerez. Je crois que c'est C'est le bien CDG le 30. 30. Hein, je vous ai déplacé de département. C'est Excusez-moi, pas je grave, corrige. c'est pas grave. Donc, bonjour Brigitte, bonjour Karine. Je Bonjour. laisse brancher vos micros, Est-ce que si vous vous voulez nous bien. entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, ah, alors, Alors, qu'est-ce qui mettre... se passe? Et voilà, c'est Et bon. voilà. Nous Ah, avons Vous réglé le voyez problème. Karine? Bon, alors Brigitte, on ne vous voit pas, mais on vous verra après, Non, je non, pense. mais je suis à côté. Vous êtes à côté. Bon, voilà. Voilà. Bonjour Karine, bonjour Brigitte, merci de témoigner aujourd'hui. bonjour. Karine, l'idée, hein, on a préparé ce témoignage ensemble, c'est que vous puissiez nous exposer un petit peu votre parcours et puis ce qui vous a fait évoluer sur la RQTH. Donc la parole est à vous, Karine. Oui, ben, écoutez, je vous remercie. Bonjour, bonjour à tous. Je vous Euh, entends. je m'appelle Karine, donc je travaille pour une collectivité territoriale euh, depuis 1995. Euh, En 2014, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et donc, j'ai dû mettre ma vie entre parenthèses, ma vie professionnelle entre parenthèses pendant un an pour pouvoir suivre le protocole de soins qui a été décidé par rapport à mon cas. Quand j'ai repris en 2015, j'ai repris avec l'accord de la médecine du travail et puis un peu de tout le monde à reprendre le travail avec un mi-temps thérapeutique pendant 6 mois, ce qui m'a permis tout doucement, progressivement, de me réadapter à ma fonction, à reprendre une Au activité rythme de professionnelle travail. parce que ben voilà, pendant un an, c'est compliqué. Notre vie change, elle est bousculée, on se met vraiment dans une bulle pendant un an. Et il faut reapprendre ben, les automatismes du travail et se remettre, bien qu'on le veuille, parce qu'on en a envie. On a envie de reprendre le travail, c'est obligatoire, c'est très bien. C'est sortir de cette maladie quelque part, faire passer un cap. Et donc, pendant 6 mois, voilà, j'ai eu la possibilité de travailler à mi-temps. Après, au mois de septembre, on m'a proposé, l'autorité territoriale m'a proposé de reprendre sur un poste aménagé à temps complet. Donc là, je n'étais pas sur l'idée du tout, et puis on ne m'avait pas orienté non plus hein, sur une reconnaissance MDPH, rien du tout. Et on ne m'en a jamais parlé, donc j'ai repris sur mon poste aménagé au sein d'une médiathèque.
de la commune en tant qu'animatrice. Voilà. Ça a été super pendant 3 4 ans. J'ai suivi des formations, je me suis adaptée au rythme et franchement, c'était vraiment un travail très, très, très intéressant et varié. Donc voilà, on reprend, c'est vrai qu'on ne se sent pas affaibli, rien du tout, du fait qu'on travaille dans une super équipe, tout ça. Puis, entre-temps, voilà, il y a eu des élections sur notre commune. Et ce qui s'est passé, c'est que la nouvelle municipalité a fait un audit sur tout le personnel de notre collectivité territoriale. Et donc, l'agent qui a été chargé j'occupais un poste administratif, mais sur un cadre d'emploi technique. Et à l'époque, j'étais agent de maîtrise principal. Donc, de ce fait, elle a préconisé de me remettre sur mon cadre d'emploi. Et sans le vouloir, sans rien demander, rien du tout, je me suis retrouvée responsable d'un service de 19 agents. Donc, ça a été très, très, très compliqué pour moi parce Pour que, que les gens bon, comprennent bien, hein, Karine, c'est en termes de fatigabilité, en termes de contexte, de oui, stress et de port de voilà, charge. c'est Mm. là qu'on se rend compte qu'en fait, oui, effectivement, la maladie a eu une répercussion sur moi. Parce que ben voilà, c'est du stress, beaucoup de stress. Du coup, porter beaucoup de poids, parce que voilà, j'étais amenée à porter beaucoup de poids. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous les traitements que j'ai suivis quelques années plus tôt ont, ont laissé des séquelles invisibles, mais qui sont bien ressorties à ce moment-là. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai perdu pied. Oui, Et, c'est la période et qui... puis bon, il y a eu aussi la période Covid qui s'est mise là-dessus. Donc ça a été très, très, très compliqué aussi à gérer. Il a fallu, et ça a été du stress, du stress, du stress. Et c'est là que, effectivement, les arrêts de travail se sont enchaînés. Les visites au CDG du Gard se sont aussi enchaînées. Et j'ai eu, au bout d'un certain temps, la possibilité de rencontrer, mais l'occasion, oui. au hasard d'une visite dans ma collectivité territoriale, Madame Monnier, qui m'a expliqué ce que c'était que la reconnaissance MDPH. Elle m'a permis de mettre des mots sur mes mots. Et elle a utilisé quelque chose qui restera gravé tout le temps dans ma tête. Elle m'a considérée comme une assiette en porcelaine qui est cassée, qu'on veut recoller. La colle, elle tient un temps, mais au bout d'un moment, la colle, elle casse. Et c'est vraiment avec son aide. C'est avec tout le temps qu'elle a pris de m'expliquer les différentes rencontres qu'on a eues ensemble, qu'on a pu mettre en place cette demande de reconnaissance MDPH, parce que ben, on m'en avait jamais parlé, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas que j'y avais droit. Oui, parce que, comme on dit, c'est invisible ce que j'ai. On le voit pas, c'est pas. On me rencontre dans la rue, on ne sait pas les antécédents que j'ai eus. Et donc, c'est avec son aide qu'on a pu mettre en place, que ça a été accepté et que du coup, j'ai pu quitter cette spirale où j'ai été. Ça m'a aidé dans mon travail, justement à pouvoir sortir de ce cadre d'emploi qui ne me convenait pas et qui ne me convenait plus et pouvoir accéder à un cadre d'emploi administratif. Et par la suite, j'ai pu faire un changement de filière pour pouvoir accéder à un emploi administratif. Et avec l'aide de Madame Monnier, j'ai accédé à un poste de travail qui a été adapté en fonction de mon handicap.
Et avec aussi votre Et responsable. ma responsable aussi Mm. Même nouvelle responsable. qui était totalement ouverte justement à ce genre de choses euh, et avec qui j'ai énormément discuté aussi parce que voilà, jusqu'à présent, on m'avait pas guidé, on m'avait pas aidé. Pas peut-être par, comment dire ça? Par malveillance, mais Par plus par... malveillance, mais mm, plus parce que ben, le personnel, je pense que le personnel et les collectivités, ça commence, mais jusqu'à présent, on n'était pas formé pour ça. Au donc, RH, ils n'étaient pas formés, ils m'en ont jamais. Euh, je pense que les agents ne sont pas formés pour dire ce à quoi on a droit. Enfin, voilà. donc finalement, vous avez subi une situation très inconfortable et qui vous a mis dans du mal-être au travail, puisque les Ah arrêts se oui, sont succédés. Mm. oui, Et donc, au détour de cette rencontre heureuse hein, avec Madame Monnier, on vous voit pas, oui. Madame Monnier, il faudrait quand même qu'à un moment on vous voit. Non, mais c'est pas grave, Puisque c'est vous pas avez grave. joué un rôle important, en fait. Et Madame Meunier, ce qui serait important de préciser à nos participants, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti dans les craintes de Karine? Qu'est-ce qui a permis de lui faire franchir le cap? Et voilà, votre regard nous intéresse aussi, Brigitte, si vous voulez bien nous en Et dire un en petit fait, mot. quand j'ai rencontré Karine, elle était vraiment en difficulté sur ce poste de travail de responsable Mm, du service entretien. Mhm, Et on a discuté tranquillement et calmement de sa situation, enfin de la situation de ses agents. Et puis, on a pris le temps aussi de parler de sa situation mm, personnelle. Et c'est là où je me suis dit, il y a un outil que Karine ne connaît pas. Et peut-être que cet outil va lui permettre aussi de changer de poste, qu'on arrive à aménager sa situation de travail. mhm. Et donc, voilà, petit à petit, on en a parlé, on a échangé. Et après accord de Karine, on a mis en place et on a accompagné les démarches nécessaires. Et Karine, vous vous souvenez un petit peu quand Brigitte a commencé à évoquer la RQTH? oui, Est-ce que tout de suite ça vous a fait peur? Vous vous êtes dit c'est quoi ce mot? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit est-ce qu'à un moment vous avez hésité par non, rapport aux freins dont on vient de parler? non, Ou non, vous pas avez du tout de tout. suite vu par les mots de Brigitte un peu les avantages et vous, du coup vous n'êtes pas passé par ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par toute cette phase de Mm, sécrétion d'hormones qui font peur et plutôt aller tout de suite vers quelque non, chose qui vous serait bénéfique? ben, justement, comme on a énormément échangé avec Madame Monnier, euh, c'était pas, ça a été vraiment facile de l'accepter. Mhm, Parce que, ben voilà, elle m'a parlé des moyens qui seraient mis à ma disposition, de tout ce qui serait possible de faire. mhm. Voilà, il faut pas prendre ça comme un frein. Il faut prendre ça comme la possibilité d'évoluer et de pouvoir travailler sereinement. Mais ça, vous avez pu le faire parce que ça vous a été expliqué de façon, Oui, j'imagine, voilà. Ah positive, oui, oui, orientée solution, dans une posture dont bien on sûr, parlait tout à l'heure, de bien quelqu'un qui sûr. était qui vous a rassuré, qui vous a donné un socle solide en vous disant que alors, tout n'ira pas mieux avec une RQTH, c'est pas le sujet, mais Non, c'est pas qu'il y le a beaucoup de sujet. choses qui s'arrangeraient en tout cas, et que ce serait Ah. pour vous un argument de poids pour retourner sur un poste où vous Elle, êtes beaucoup elle m'a plus dit, compatible. clairement, c'est un outil. C'est Mm. pas, faut pas reconnaître ça comme quelque chose de négatif. C'est un outil qui va vous aider tout au long de votre carrière. Et je l'ai pris comme un outil et ça me sert et ça m'a servi et ça me sert encore. Voilà, Mhm. c'est pas un frein du tout. Et le C'est- terme d'outil, on a parlé du vocabulaire positif hein, tout à l'heure, de ne pas employer toujours reconnaissance du handicap, etc. Mais Non, dire, voilà, il y a un dispositif, il y a un outil, non, effectivement, c'est une bonne parce que stratégie, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais c'est le bon argument, en tout cas, peut-être, pour lever les craintes d'identité autour du handicap aussi, de non, parler non, ça d'outils. permet de mettre des moyens à la jambe. Ça, Mm, c'est une aide. C'est pas, il faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Enfin, moi, personnellement, ça n'a fait que du positif. Du moment que j'ai rencontré Madame Monnier, qu'on a énormément échangé ensemble, on s'est rencontrés plusieurs Mm. fois avant de mettre ça en place, hein. Bien sûr. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. On a énormément discuté ensemble. Et c'est elle qui m'a expliqué
tout le bénéfice que je vais pouvoir en tirer. Mhm. Voilà. Et, Madame, et Madame Monnier, j'avais... je fais un petit aparté parce qu'on va en parler dans Oui. notre deuxième partie, mais comment les CDG peuvent accompagner justement à la reconnaissance? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le rôle que vous Ah, jouez au mais ça, quotidien pour convaincre et pour... c'est notre boulot principal. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, quelle que soit l'orientation ou le signalement de la situation, on est là pour accompagner les personnes et, entre autres, leur expliquer ce qu'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce Mhm. qu'est un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et voir avec eux dans quelle mesure ils souhaitent s'engager dans cette démarche. Parfois, on met beaucoup de temps. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui reviennent au bout d'un an ou 2 ans, me Mhm. dire, ben, finalement, les choses ne s'arrangent pas comme je le pensais. Et finalement, j'accepte de faire la démarche. Mais de toute façon, jamais on ne peut faire, on ne peut pas de toute façon faire la démarche à la place de la personne. Bien sûr. Ça, c'est clair. On en reparlera de toute façon tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on constate que souvent les gens le font quand ils n'ont plus le choix, quand ils sont face à une Ça. difficulté ou ça va bientôt être un reclassement ou une inaptitude. Et Mm. ce qui est le plus préférable, c'est d'arriver à communiquer en amont et que les gens le fassent effectivement avant qu'ils n'aient plus le choix, parce que c'est une démarche qui peut prendre du temps aussi, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, Karine, est-ce que le fait que vous soyez passé par un interlocuteur extérieur à votre structure, ça a été important pour vous de pouvoir en Oui, parler à l'extérieur? Vous pouvez oui, nous en dire clairement. peut-être Claire. quelques mots? C'est même plus facile Mhm, d'avoir un interlocuteur qui ne fait pas partie de la structure où on travaille. C'est plus mhm, facile. On a moins ces craintes de dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ou ça peut me desservir ou quoi que ce soit. On est plus libre de parole. Voilà. mhm. Très bien. C'est clairement plus facile. Donc en synthèse, hein, Karine, si on résume, donc une situation qui était pas évidente, hein, d'un cancer du sein avec des conséquences de fatigabilité, de douleur de port de charge et un poste où vous êtes revenu sans problème, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints entre-temps. Et puis changement de direction, là vous retournez sur un poste qui vous est complètement inconfortable et vous ne saviez pas que la RQTH existait, vous ne saviez Non. pas que votre situation pouvait faire l'objet d'une RQTH pour le coup, même si vous aviez su qu'elle existait. Et grâce à l'intervention d'un tiers, hein, d'une personne Oui. extérieure, donc le CDG du Gard et non pas de l'Hérault, Madame Monnier, pardon, vous avez été informé, rassuré, Oui. accompagné. Vous avez pu discuter, échanger, vraiment avoir une parole qui a fait qu'après vous avez franchi le pas de la RQTH et aujourd'hui vous êtes sur un poste qui vous convient, en tout Ah, cas tout au à regard de vos fait. restrictions. C'est ça qu'on peut conclure. Mais, En et tout cas, même, ouais. je n'ai pratiquement plus de restrictions du fait que mon état général s'est amélioré. Mhm, Lors de mon Mm. dernière visite médicale avec le docteur du CDG 30, elle en a enlevé plusieurs parce que mhm. mon état physique et mental s'est amélioré à un super bon niveau, quoi. Et il s'est amélioré parce que justement, vous avez fait cette Oui, RQTH qui vous a ah oui, permis oui, d'avoir un poste qui ne fait qu'améliorer votre situation aujourd'hui en bien poussant sûr. pas vos limites constamment. Non. En tout cas, un grand merci Karine d'avoir accepté de vous livrer comme ça avec autant de transparence sur votre expérience de vie et puis au regard de la RQTH. Donc vraiment un grand merci à vous. Merci Merci. et bravo à Brigitte pour son action au Merci, Claudine. quotidien. Et puis on va Merci. passer à la suite de notre webinaire. Merci à vous deux. Au revoir. Alors, on arrive à la deuxième étape de notre webinaire. Donc, on a vu dans toute cette première partie un petit peu ce qui peut se tramer à l'intérieur de la personne, ses freins, ses craintes, pourquoi, comment, essayer de comprendre un peu, de se mettre à la place d'eux pour mieux accompagner l'agent à aller vers cette RQTH. Et on va voir maintenant, bah, une fois que bon, il n'est pas contre ou elle n'est pas contre, elle est plutôt enclin à y aller, ben, qu'est-ce qui se passe ensuite et comment on peut faire pour, excusez-moi l'expression, transformer l'essai et que la personne aille vraiment à la RQTH.
Première étape qu'on voulait vous préciser ici, c'est qu'il est important de consolider la décision. Rappeler les arguments positifs qui font qu'une RQTH sera une solution. Brigitte et Karine nous l'ont dit, un outil, plutôt que parler d'un dispositif lourd, ben, un outil qui va permettre de donner des Allô? solutions. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, rappelez qu'il y a des aménagements possibles qui pourront être mis en place. Anticiper l'avenir. Encore une fois, il y a trop de personnes qui font cette demande de RQTH quand elles sont au pied du mur et le faire le plus en amont possible, c'est de pouvoir, comme l'a testé Karine, hein, avoir un état de santé qui s'améliore et donc une pérennité dans son poste du fait qu'elle a pris un poste qui lui correspond. Des droits à la retraite sous certaines conditions. Alors, je vous rappelle aussi que le guide retraite du FIPHFP est en ligne si vous souhaitez y avoir recours pour le consulter. Mais voilà, sur certaines conditions, rappelez à la personne qu'elle peut avoir des droits à la retraite anticipée. L'abondement du CPF, pareil, hein, ça on se rend compte au quotidien constamment que les agents, les salariés ne sont pas au courant en fait que avoir une reconnaissance du handicap, c'est 300 euros de CPF par an supplémentaire, c'est un plafond à 8 000 euros au lieu de 5 000 et donc des possibilités de formation pour préparer une possible reconversion ou travailler différemment demain. Donc c'est bien de renforcer cet argument et de le repréciser. Des aides à la reconversion, préserver sa santé, on l'a vu parfaitement dans l'exemple de Karine. Avoir un poste qui correspond à ses restrictions, c'est préserver sa santé, voire l'améliorer. Des études ergonomiques possibles, et puis faciliter l'atteinte de ses objectifs. Comme je vous le disais en première partie, ne pas vouloir faire de RQTH, ne pas vouloir être aidé, ne pas vouloir communiquer. Il faut faire comprendre aussi aux personnes que ça peut être aussi un frein à l'efficacité et continuer à travailler avec beaucoup de difficultés. On n'est pas sûr d'être performant, d'être efficace, d'être compétent. Et ça joue aussi sur l'image de soi, sur sa confiance en soi. Donc essayer d'avoir cette discussion par moment et ces arguments avec les agents, ça peut, on l'a testé, hein, on l'a constaté, ça peut faire bouger les lignes. Et surtout, hein, vous l'aurez compris, le message de fond, c'est faire comprendre à l'agent que la RQTH, c'est avant tout pour lui, pour elle. C'est certes, ça peut être bénéfique pour l'organisation au regard de la contribution à verser pour les 6%, mais c'est pas que ça en fait, c'est pas forcément ça. Et qu'une RQTH, c'est pas une balle dans le pied, c'est pas l'étiquette collée au front, c'est pas forcément ça, mais que c'est surtout un outil qui va permettre d'améliorer le quotidien professionnel. Donc quand on arrive à être positif et dans ce discours-là, en général, on arrive aussi à avoir des choses qui bougent dans l'esprit de certains. Informer, documenter. Alors merci à Thibaut Verne qui va bientôt nous rejoindre de m'avoir fait passer ce document qui est très intéressant. Pour rassurer sur la complexité de la démarche, et on le verra aussi avec l'employeur qui témoignera tout à l'heure, c'est aussi mettre à disposition des plaquettes d'information dans des lieux de pause, des lieux de passage, dans des lieux de restauration communs, des plaquettes, des choses où celui qui est dans son coin et qui réfléchit à faire une reconnaissance, mais qui ne sait pas, qui n'est pas informé, plus vous communiquerez aussi par ce genre de petites étapes de la RQTH, plus il pourra à son niveau être informé sur quelles sont les étapes. Donc on vous l'enverra en même temps que le support de restitution, ce document. Donc c'est les 8 étapes clés pour un dossier MDPH et non, c'est pour informer l'agent sur trouver un dossier, la recevabilité, la complétude, l'évaluation, le recours s'il n'est pas accepté, c'est RQTH, etc. Il y a énormément d'informations dans cette brochure. Et puis, bien sûr, il n'y en a pas qu'une. N'hésitez pas à vous documenter sur le site du FIPHFP, sur Internet. Il y a énormément de choses qui existent pour essayer d'accompagner à la RQTH. Vous venez de le voir dans le témoignage de Karine, parfois tout ne se joue pas en interne. Alors le référent handicap est très important, le collectif de travail, le service RH, le médecin du travail, tout ce qu'on a vu également, mais il y a aussi des acteurs très importants, la MDPH, hein, donc la maison départementale pour les personnes handicapées, pour les personnes qui connaissent moins aujourd'hui, qui sont là pour recevoir les agents, les renseigner, les documenter. Et puis des acteurs externes précieux aussi pour accompagner les agents. Vous venez de le voir avec les centres de gestion. Donc on a vu le centre de gestion du Gard, mais bien sûr il y en a dans tous les départements. Donc vous pouvez vous appuyer sur les centres de gestion de votre structure pour peut-être communiquer aussi, informer sur des plaquettes, des affiches que ces acteurs-là peuvent renseigner sur la RQTH, sur la nécessité d'y aller. Si vous voulez en parler à un acteur externe, n'hésitez pas à aller voir le CDG, le Cap Emploi.
qui peuvent être des acteurs précieux pour amener vos agents à aller vers la RQTH. Nous venons de le voir avec Karine. Et on va donner maintenant la parole à un Cap Emploi. Donc, je vais accueillir Thibaut Verne. Est-ce que Thibaut, vous êtes avec nous? Oui, Et c'est bien. bonjour, vous Bonjour m'entendez? Thibaut. Ouais, très bien. Allez, Je ne vous parfait. vois pas encore Thibaut, mais ça ne devrait pas Vous ne me voyez tarder. pas? Non, pas de caméra encore. J'ai activé pourtant la caméra. Est-ce que ça va mieux? Eh bien, ça y est, parfait. Allez, Bon, c'est bon, c'est bienvenue à super. vous Thibaut, merci d'être avec Merci. nous. Et Voilà, donc je vais peut-être vous laisser vous présenter dans un premier ouais. temps, si vous voulez bien. Alors, Thibaut Venn, je suis responsable de l'équipe maintien dans l'emploi du Cap Emploi 81. Et je vais intervenir rapidement. Je vais vous présenter l'offre de service, un petit peu ce qu'on a mis en place sur le département du 81 pour justement amener les gens à aller dans cette méthodologie de mise en place de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais le témoignage juste avant était extrêmement intéressant et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage pour accompagner ces méthodologies. Rapidement, le Cap Emploi, l'offre elle est nationale. Vous allez retrouver 98 Cap Emploi en France, ça fait un Cap Emploi par département. On a deux missions principales, accompagnement vers l'emploi, donc accéder à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et aider au recrutement pour les employeurs. Aujourd'hui, on a une offre de service qui est intégrée au sein de ce qu'on appelle l'LUA, lieu unique d'accompagnement dans chaque agence de France Travail, et un axe maintien dans l'emploi, où notre mission principale, c'est le maintien dans l'entreprise et la sécurisation des parcours. On a un service gratuit qui est financé par le FIPHFP, la GFIP et l'État au travers des missions de France Travail. Et on fait partie de ce qu'on appelle le service public de l'emploi avec une mission d'intérêt général. Alors, convaincre pour amener à la reconnaissance, c'est une grande question, mais nous, c'est une grande partie de notre activité. Alors, effectivement, pour moi, il y a une réelle plus-value à s'appuyer sur un acteur externe, vous l'avez précisé juste avant. On a une neutralité dans nos interventions, que ce soit pour la personne ou aussi pour l'employeur. Bien sûr, la confidentialité. On a une expertise importante sur cette notion, quelquefois un peu complexe de travail et handicap. Et on s'appuie sur un réseau fort de partenaires sur le plan local. Je pense aux maisons départementales de l'autonomie, je pense aux médecins de prévention et les employeurs qui, en règle générale, nous connaissent. Et, euh, et notre service était, je l'ai dit tout à l'heure, le service et l'expertise est totalement gratuite. Donc, du coup, j'encourage vivement à venir vers nous pour justement travailler sur ces notions-là. Alors, on a une spécificité dans le temps, on a mis en place un atelier collectif sur la RQTH, c'est quoi? Donc, on réalise une fois par mois où les partenaires nous orientent des gens qui peuvent rentrer dans ces démarches-là. Donc, on intervient relativement tôt dans toute cette démarche parce que vous l'avez dit, un des éléments essentiels, c'est quand même l'anticipation de la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Après, cette particularité qu'on a sur le Tarn, je pense que d'autres collègues sur d'autres départements le font, ou s'ils ne le font pas, ils font de la même façon, mais sur de l'individuel. Alors, on s'aperçoit bien souvent que les personnes qui nous sont orientées sont quand même très, très éloignées de ces notions de handicap. Et la notion de handicap, ben, elle peut faire très peur. Et en plus, on l'a vu un petit peu, c'est un peu la double peine. Il y a l'annonce de la problématique de santé, les restrictions d'aptitude sur le poste, des fois des reprises qui sont compliquées. En plus, on vient parler de handicap. Donc ça, c'est des choses qui font beaucoup, enfin, qui sont relativement lourdes pour des personnes qui sont dans le parcours de soins. Donc nous, au sein de l'information qu'on donne, le premier niveau, et niveau essentiel, c'est sensibiliser sur le handicap. Le handicap, c'est quoi? Mm. L'idée, c'est ici de venir un petit peu casser les représentations avec cette notion de handicap et de déconstruire des représentations afin d'objectiver justement la mise en œuvre de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça a été abordé au-dessus, mais la RQTH, c'est pas une orientation en milieu protégé, c'est pas que des personnes en situation à mobilité réduite. Vous l'avez dit, mais effectivement, la notion de crédit, souvent, c'est des questions qu'on nous pose. Est-ce que je peux avoir accès à un crédit? Ça n'a strictement rien à voir. Donc, faire un focus là-dessus, ça permet effectivement de déconstruire un petit peu quelques représentations et de pouvoir avancer. Ensuite, c'est présenter la loi de février 2005. Alors, je ne vais pas Mhm. représenter toute la loi, mais on vient faire un focus sur la définition. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement. Cette notion d'interaction avec l'environnement, elle est essentielle.
Et on parle ici, en fait, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et on va insister sur l'activité, le mot travailleur. Et là, ça permet effectivement aux gens de commencer à réfléchir un petit peu de façon différente. On va présenter également les acteurs avec qui on travaille, notamment la maison départementale de l'autonomie, euh, et bien entendu le dossier. C'est un dossier, alors je pense que certains sur le webinaire ont déjà vu des dossiers. Ce sont des dossiers qui sont relativement conséquents et dont la complétude est assez difficile. Et donc du coup, nous on explique comment remplir aussi ce dossier. Ensuite, ben, les bénéficiaires, ce qu'on appelle les BOTH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il n'y a pas que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Expliquer également que des gens qui ont un taux d'IPP suite à un accident du travail, une maladie professionnelle supérieure à 10%, des gens qui ont des pensions d'invalidité, sont également reconnus travailleurs handicapés. Quelquefois, on a des gens qui assistent à nos réunions, qui ont des taux d'IPP ou même des pensions d'invalidité, et pour qui on leur demande de mettre en plus cette reconnaissance alors qu'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mm. Donc tous ces éléments, ça participe aussi à une méconnaissance. Donc l'idée, c'est un peu de sensibiliser. Et bien sûr, je pense les leviers d'action les plus importants qui ont été abordés juste avant, c'est à quoi ça va donner accès en fait cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Tout ce qu'on peut mettre en place en termes euh, d'aménagement de poste, l'accès à notre offre de services, les mesures mises à disposition par le FIPHFP. Euh, c'est tous ces éléments qui sont en fait souvent bien méconnus des gens parce que c'est pas, ils ont des représentations qui sont notamment liées au handicap, qui sont totalement différentes. Et donc du coup, je pense que expliquer, savoir amener. Enfin, c'est très important, j'ai envie de dire vulgariser peut-être ces notions-là, de dire pourquoi on le met en place et qu'est-ce que ça va donner derrière comme levier d'action. Avec un peu de recul, euh, je trouve que l'atelier collectif qu'on a mis en place, ça fait 2 ans qu'on l'a. Alors, il y a peut-être des Cap Emploi là qui ont un petit peu ce même dispositif. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui nous sont orientés, bien souvent, et ça aussi, ça a été abordé, les gens pensent qu'ils sont seuls dans ces situations, que c'est le collectif permet d'aborder, notamment sur la notion d'handicap invisible, depuis 2 ans qu'on a mis en place, toutes les personnes qu'on a eues en orientation au sein de ces ateliers, on était sur des problématiques de handicap invisible, une pathologie sur Qui reste l'épaule, un peu tabou, on et va qui pas restent se... tabous parce qu'elles sont bien souvent, Et surtout s'il y a, tu sais, c'est du handicap psychique ou des c'est choses ça. encore Alors plus sur le compliquées à handicap psychique, exposer, hein. tout à fait. Et du coup, ça permet vraiment de se rendre compte, effectivement, qu'on n'est pas seul dans cette situation et que ça a été abordé tout à l'heure, mais la RQTH est un outil qui va pouvoir déclencher tout un accompagnement, des mesures, et, euh, et ça ne peut être que là pour aider et accompagner la personne, les employeurs aussi, pour mettre en place toute une méthodologie d'accompagnement. Et vraiment, euh, Et des financements aussi, puisque voilà, parfois et tout on ce peut qu'on avoir peut... des personnes qui ont besoin d'adaptation matérielle et qui se demandent pourquoi elles ne les ont pas. Tout à Et fait. rappeler que sans ça, bah, c'est quand même compliqué de le financer sans cette RQTH. Et le fait d'être aussi externe, hein, je pense le Cap Emploi, d'aller évoquer sa situation potentielle de handicap à l'extérieur, est-ce que vous constatez, Thibaut, que ça peut être quelque chose Ouais, complètement, c'est qui est essentiel. important pour eux? Mm. Ça a été abordé juste avant, je le redis, mais le témoignage était très intéressant et bon, on est vraiment nous, un acteur externe, neutralité complète et tenue à la confidentialité. Je pense qu'on peut aborder des choses qui sont pas forcément abordées en interne et qui peuvent être complexes à aborder en interne. Donc nous, on est tenu au secret médical quand on va faire nos études de poste, quand on va sur la situation, on sait verbaliser les choses à l'employeur sans rentrer dans le secret médical. Et ça, je pense que c'est également important. Et on a les éléments, on a cette expertise pour justement approcher des situations et arriver à faire comprendre des éléments qui peuvent être complexes pour un agent en situation de handicap à amener à son employeur. Donc, je Mm. pense que cette neutralité et le fait d'être acteur externe est une réelle plus-value pour nous. Très bien. Alors, je vais reprendre un petit peu les questions depuis le début. Thibaut, restez peut-être avec nous. Peut-être qu'il y aura des questions vous concernant parce qu'on n'a pas encore pris le temps depuis le début. Alors oui, comme tout atelier du FIPHFP, il sera mis en ligne sur le site
Certaines, effectivement, ça va vite parfois pour prendre des notes, donc soyez rassurés. À chaque fois, on met le support que vous visionnez là sur le site du FIPHFP. Donc, dans quelques jours, vous aurez également un replay de l'événement avec certaines coupures, hein, mais il n'y aura pas tout, mais vous aurez le replay de l'événement. Une personne on a des nouveaux référents handicap hein, parmi nous, a priori, qui posaient aussi quelques questions. J'ai vu une personne qui exprimait un frein qui n'a pas été évoqué, qui est très intéressant, qui est le frein de, c'est pas définitif d'avoir avec une RQTH aussi. Hein, rappeler, ça c'est pareil, en sensibilisation, on le voit. On n'a pas une RQTH forcément à vie, définitivement, ça peut être temporaire. On l'a vu avec Karine qui a des restrictions qui sont en train d'être levées. Je regarde vos questions. Il y a énormément d'autres choses dans le chat, donc je prends un peu le temps quand même de vous lire. Euh, Qu'est-ce que nous avons également? Vous pouvez poser vos questions si vous voulez à Thibaut en même temps dans le chat. Hein. Euh, S'il y a d'autres cas d'emploi quand cet atelier collectif, n'hésitez pas à le noter aussi dans le chat que vous faites aussi ce genre d'atelier. Attendez, je descends, il y a énormément de messages, donc je vous demande un peu de patience. Nous avons le QR code, c'est passé. La restitution, j'en ai pas. Pour les actions de sensibilisation, existe-t-il des aides documentaires accessibles pour pouvoir le faire? Oui, énormément sur le site du FIPHFP notamment. Vous pouvez retrouver, comme on le disait tout à l'heure, un kit à destination de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a des outils que vous pouvez utiliser à d'autres moments. Il y a tous les webinaires qui ont été faits par le FIPHFP, des supports sur le handicap auditif visuel. Sur la chaîne YouTube aussi du FIPHFP, vous pouvez retrouver énormément de supports de communication. Il y a la valise SEPH qui constitue aussi beaucoup de choses pour que vous puissiez communiquer. Juste pour Euh, faire sur une réponse oui, là, sur le chat, les oui, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on l'a dit, mais le taux d'IPP, incapacité partielle ou permanente suite à un accident du travail, une maladie professionnelle de plus de 10% donne accès en fait au titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Les pensions d'invalidité et sur la fonction publique, sur certains accès à certaines mesures en fonction des restrictions d'aptitude, mais ça, il faut faire un focus particulier. Mais souvent, les gens ne savent pas que la pension d'invalidité, le taux d'IPP supérieur à 10% donne accès au titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. et puis on a aussi autre peur et méconnaissance, la croyance que si on est obligé de se soigner, si soigner, l'obligation de soins de son trouble pour obtenir une RQTH, qui est une croyance erronée, Ouais, effectivement. complètement. Méconnaissance du fait que mes aménagements des compensations en emploi peuvent être obtenus, absence de confiance dans la volonté des employeurs effectivement, de les mettre en œuvre. Donc ça, on a parlé hein, de créer un climat de confiance, encore une fois. Communication, confiance, lever les craintes et les peurs. Vraiment, on est sur tout ce qu'on a évoqué. En début de webinaire, à la fin de l'atelier, si nous avons le temps d'échange, se prendre aussi pour exemple si le référent est lui-même BOE, oui, effectivement, si le référent est lui-même une RQTH, peut-être partager son expérience, ça peut être un axe, tout à fait. À l'annonce du handicap, les professionnels de santé sont-ils également formés à inviter les personnes à solliciter les RQTH? Encore pas assez, hein, c'est ce qui revient. Nous, on se base sur ce qu'on entend sur le terrain. Les médecins du travail, il y a des ateliers hein, organisés par le FIPHFP pour eux, justement, et souvent, ils nous disent qu'ils ne sont pas assez accompagnés, formés à connaître toutes les situations qui peuvent donner lieu à une RQTH. Donc, ça progresse. Mais les professionnels de santé, le médecin généraliste ou médecin du travail est pas forcément formé sur tout. Ouais, effectivement, un salarié déjà une invalidité, il serait nécessaire. Si un salarié a déjà une invalidité, est-il nécessaire de faire une demande de RQTH? Alors là, si Thibaut, vous pouvez m'aider sur la réponse, j'avoue que. Pas forcément pour avoir accès aux mesures du FIPHFP. La pension d'invalidité fait partie des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, du Ok. coup, pour le coup, nous, sur alors, des agents qui ont des pensions d'invalidité, ça déclenche directement nos interventions. Parfois, ce ne sont pas les jeunes adultes qui sont dans le DI, mais leur famille, oui, ça dépend des contextes, effectivement. Si malgré les RQTH, l'employeur refuse de mettre en place des adaptations de poste, quelles sont les possibilités de l'agent? Alors, on touche au juridique, mais bon, en général, il n'a pas vraiment le choix de ne pas les mettre en place. Mais On a quelquefois alors je réponds, hein, je me permets oui, je vous en prie, on a avec quelquefois plaisir. des résistances de la part des employeurs. Et là, on travaille avec le médecin de prévention, qui lui est un acteur interne, qui connaît bien euh, les leviers possibles. Et je pense il faut vraiment s'appuyer sur le médecin de prévention est un acteur
essentiel, hein. Enfin, nous, toutes les interventions des Cap Emploi sont dans tous les cas co-construites avec alors je pense au centre de gestion également, médecins de prévention. Il y a des acteurs. On a tout un réseau de partenaires avec lesquels on travaille et sur lesquels on s'appuie pour mettre en place une méthodologie. Et quand l'employeur est dans cette réticence-là, il faut comprendre pourquoi. Et je pense que d'y aller avec les acteurs présents sur le territoire peut permettre de justement amener l'employeur à rentrer dans cette démarche. Après, il peut y avoir effectivement des cas où il y a des éléments externes bah, pour le coup, qui nous appartiennent pas. Mais là, ça a à voir avec le médecin, le centre de gestion, centre de gestion, ou je pense après à d'autres partenaires internes aux fonctions publiques sur lesquels on peut travailler pour amener l'agent vers autre chose. On a une autre remarque, la confidentialité a ses limites néanmoins, car dans les fiches de visite de médecins de prévention, il y a les demandes d'aménagement qui y sont au titre du statut RQTH. Par conséquent, le manager en est informé. Du coup, il faut que l'agence en soit conscient. Non. Point d'interrogation. Alors, informer qu'un statut RQTH ne veut pas dire qu'il connaîtra forcément la typologie de handicap déjà, hein. Ça, il y a une grande différence entre savoir que son agent a un RQTH et savoir ce qu'il a concrètement. Euh, Qu'il faut qu'il en soit conscient, oui, mais ça peut être un frein aussi à la reconnaissance. Donc, je sais pas ce que vous en... La question n'est pas facile, donc je sais pas ce que vous en pensez, Thibaut, mais... Alors, quand on rentre dans une méthodologie d'aménagement, il faut que ça soit partagé. Après, présenter la notion de handicap, c'est pas présenter, enfin, en soi, il faut une adhésion. Quand on rentre dans une méthodologie de maintien, il faut que les acteurs dans laquelle va être impliquée l'action, il faut clairement qu'il y ait cette adhésion. Donc, un manager soit informé qu'il y a une nécessité d'aménagement, je trouve pas ça illogique parce que nous, quand on intervient, de fait, les managers ou la structure va être informée. Mais il faut expliquer pourquoi on fait cet aménagement-là et quels sont les bénéfices et la plus-value de mettre en place ce type d'aménagement. Et là, en fait, à ce moment-là, ben, on a l'adhésion, en fait, et du coup, on peut dérouler une méthodologie qui est partagée. Et une méthodologie partagée, c'est quasiment synonyme de succès derrière. Quand on va imposer un aménagement, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment expliquer pourquoi la plus-value et aborder le handicap. On n'aborde pas le handicap frontalement en disant j'ai une problématique de 10. Il y a des restrictions d'aptitude qui font que, et on va pas rentrer dans le secret médical, mais c'est l'expliquer de façon différente. Et donc du coup, moi, au contraire, je trouve que l'implication des responsables, des managers, elle est essentielle pour réussir le maintien et un Mhm. aménagement de poste. Et alors, on ne pourra pas tout lire, mais je vois une remarque. Là, on ne va pas rentrer dans toutes les remarques, etc. Mais parfois, les agents ont le sentiment d'être perçus comme étant favorisés parce qu'ils bénéficient d'un aménagement. Donc là, on est un peu dans un autre sujet. Mais aller faire enfin, aller donner l'impression en encadrant qu'on favorise les personnes qui ont une RQTH n'est pas une posture managériale conseillée. C'est un salarié comme enfin, un agent comme les autres. Et typiquement, ça peut créer des problèmes de collectif de travail. Donc, et vous avez aussi des personnes en situation de handicap qui vont penser elles sont salariées protégées, alors que pas du tout, qu'elles auront droit à des aménagements d'horaires systématiques, parce que RQTH veut dire aménagement d'horaire, pas du tout non plus. Donc, on ne pourra pas traiter tous les sujets aujourd'hui, mais c'est vrai aussi de lever aussi. Certaines personnes vont à la RQTH en pensant que ça va leur donner plein de choses de plus qu'aux autres. C'est pas la bonne démarche non plus. Et puis, un encadrant qui favoriserait ou qui ne traiterait pas de la même façon une personne parce qu'elle a une RQTH sur des critères qui n'ont rien à voir avec sa RQTH, c'est pas un bon acte managérial non plus. Donc, il faut essayer aussi peut-être d'accompagner les encadrants, de les former au management pour que justement que ça ne se passe pas. Alors, je peux pas tout lire parce que l'heure tourne, mais on essaiera de répondre aux questions qui n'ont pas été traitées. Et puis, je laisse tout le monde, ceux qui veulent lire un petit peu ce qui se passe dans le chat entre les deux. Mais je regarde juste s'il y a des questions importantes. 300 euros sur le CPF, même dans la fonction publique hospitalière. Alors, Lucie, je sais que vous êtes parmi nous. Bousquier, est-ce que vous me confirmez que c'est bien le cas, si vous avez l'info? Mais il me semble que oui. Donc, vous nous direz dans le chat, Lucie, si vous voulez bien, ou par oral, comme vous voulez, si vous êtes toujours avec nous. Euh, une fois que la QTH est accordée, qui décide concrètement quels sont les aménagements à mettre en place? Bah, le médecin du travail, hein, il me semble. C'est ça, médecin de prévention. Médecin du travail, médecin de prévention. Le CPF étant en heure, de combien d'heures? Alors là, on rentre dans des sujets beaucoup trop techniques, mais on essaiera d'y répondre dans les slides de restitution.
Et donc, vous êtes nombreux, donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de questions. On ne pourra pas tout traiter, mais on essaiera de reprendre les questions les plus importantes pour... Quelle est la différence entre RQTH et BOE? Peut-être Thibaut, ce serait important de Ouais, répondre à la ça. reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est un des titres des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Vous avez là, entre guillemets, le général bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, vous avez plusieurs titres, et notamment la RQTH en fait partie, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les personnes qui ont un taux d'IPP, incapacité partielle ou permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle de plus de 10%, personnes invalidité, et ainsi de suite. Vous avez d'autres titres, les AH, les pensionnés de guerre sur la fonction publique. Mais voilà, en fait, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, c'est un titre général pour permettre, en fait, qui comprend plusieurs titres. Et je pense que vous avez, voilà, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer sur le chat travail-emploi.gouv, quels sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Vous avez tout le Mm. détail au travers Ouais, merci de à la personne ça. qui a fait l'info. Voilà. Et il y a une question encore pour vous, Thibaut. On va arrêter les questions après, parce qu'il y a encore des témoignages. On est désolé mais on essaiera encore une fois d'y répondre à la fin s'il nous reste un peu de temps. L'axe maintien dans l'emploi que propose Cap Emploi est également possible pour les agents fonctionnaires territoriaux. Oui ou Le, non? le Maintien dans l'emploi Ouais, que propose Cap. l'accès dans tous les cas est possible pour tout le monde. Donc, du coup, on intervient sur les trois fonctions publiques. Très bien. Eh bien, écoutez, comment on sait qu'on est BEE pour finir? Et il faut avoir une titre. Il faut être soit une pension d'invalidité, soit le taux l'incapacité partielle ou permanente, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une AH. Voilà. Donc là, ça fait permettre. Mais j'encourage les gens à aller Oui, alors sur la notre liste. webinaire, je rappelle, hein, il est sur convaincre pour amener à la reconnaissance. Il n'est pas sur la reconnaissance à proprement parler. C'est pas un webinaire sur la RQTH. C'est vraiment un webinaire sur comment convaincre d'aller à la RQTH. En Donc, on est général, il y a une désolé rente. si on ne peut pas répondre à tout, mais on Non, mais n'aura pas le il temps. y a une rente, c'est-à-dire un taux d'IPP supérieur à 10 ou une pension d'invalidité. Enfin, les gens, en règle générale, ils le savent. Donc, du coup, il y a une Voilà. rente qui est versée trimestriellement, donc, ou mensuellement sur la pension d'invalidité. Mais il y a quelque chose. Donc, du coup, en règle générale, les gens Mm. sont quand même informés qu'il y a quelque chose. Par contre, ne savent pas qu'ils sont effectivement bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà. Un Je vous grand merci à encourage vous. à Oui, revenir pardon. vers vos cap emploi respectifs. Voilà. Vous avez Allez ce poser type les de questions à vos questions. cap emploi respectifs. Ce On sera plus sera simple. tous vous y répondre. Mais Merci beaucoup pour vos interventions et ce webinaire très riche. Ben, Euh, merci à vous. On va continuer encore avec des interventions. Mais merci beaucoup, Thibaut Verne. Et puis, vous Merci. avez en plus contribué aux questions-réponses, donc c'était super. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, oui, on est désolé si on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais c'est vraiment un webinaire dédié plutôt à convaincre les agents que se tenir sur tous les fondements de la BOE et du RQTH. Mais on comprend vos questions, elles sont légitimes. C'est pour ça on vous renvoie vers les bons interlocuteurs. Je vais donner la parole maintenant à un employeur, donc deux personnes de la mairie de Colomiers, Laetitia Domic et Sylvie Miotto. Bienvenue à elles. Je vais vous laisser nous rejoindre avec micro et caméra si vous voulez bien. Bonjour, vous nous Bonjour. entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bienvenue à vous. Première chose, je vais vous laisser vous présenter peut-être pour nos participants. Alors, bonjour, moi je suis Laetitia Domic. Moi c'est Sylvie Miotto. Alors, nous faisons partie du pôle ressources humaines au sein de la mairie de Colomiers dans le 31 et plus précisément du service prévention santé accompagnement social. Donc moi je suis assistante sociale du personnel. À ce titre, j'accompagne les agents, qu'ils soient titulaires ou non titulaires au sein de la collectivité dans les problématiques qu'ils rencontrent, tant au niveau professionnel que personnel. En plus de mes missions principales, je suis repérée comme étant la référente handicap de la collectivité par rapport à la convention FIPH, mais nous travaillons en total binôme avec Sylvie sur cet aspect-là, sur des aspects différents, mais vraiment en binôme total sur toutes ces actions. Très bien. De mon côté, je suis l'assistante administrative du service prévention et je suis plutôt en charge de tout ce qui est financier, enfin tous les aspects un peu plus techniques, on va dire, tout ce qui est les achats, la finance, les budgets, etc. Voilà, donc on va essayer de vous montrer rapidement comment nous fonctionnons toutes les deux en binôme. En fait,
d'abord en amont, c'est plutôt moi qui interviens. Ensuite, je passe le relais souvent à Laetitia et ensuite sur la troisième partie, l'accompagnement de la demande, c'est en équipe pluridisciplinaire, on va dire. Alors, du coup, pour moi, la porte d'entrée, en général, ce sont les études de poste que je fais sur le terrain avec les agents. Ça peut être à la demande de l'agent lui-même, ça peut être à la demande de son responsable. Ça peut aussi émaner de nos collègues qui sont en charge de la prévention ou du reclassement. Ça peut également, et évidemment, à la suite d'une préconisation médicale du médecin de prévention. Une préconisation pour un aménagement de poste, voilà. Ces études de poste sont propices en fait à des échanges. Ça libère un espace de parole. Et ça permet aussi de visualiser un petit peu la situation globale des agents, que ce soit en besoin de matériel ou des problématiques plus d'ordre physique ou psychologique. Et alors, je peux alors également aborder avec les agents, déjà leur faire part de l'existence de l'RQTH, parce que bon nombre ne sont pas au courant que peuvent aller vers cette démarche, leur expliquer en fait à quoi elle peut servir, leur préciser les portes que ça peut leur ouvrir, les leviers qu'on peut activer grâce à elle. Voilà. Et ensuite, les écouter, en fait, sur les freins qu'ils peuvent avoir par rapport à cette démarche. Comme on l'a dit, hein, C'est ce qui c'est-à-dire revient le plus souvent, alors, c'est la Sylvie, pour vous. stigmatisation, ne pas savoir comment les autres vont le prendre. Et, et parfois aussi, d'aller vers la RQTH, c'est aussi admettre qu'il y a un handicap. Et ça, c'est compliqué voilà. Puisqu'en fait, on va l'officialiser en quelque sorte. Donc, c'est sortir du déni. Et ensuite, essayer de le rassurer beaucoup en employant, ben voilà, bon, ça a été dit, hein, mais essayer d'employer un vocabulaire positif, lui dire que c'est une démarche individuelle, confidentielle. On n'est pas obligé d'en parler, évidemment, mais en fait, lui faire comprendre que si on n'en parle pas du tout, ça risque de ne pas ouvrir les avantages que ça peut lui permettre d'avoir, notamment au sein du collectif de travail, avec son équipe de travail, avec le responsable. Donc, essayer de ménager tout ça parce faut quand même tenir compte de l'esprit après du collectif de travail, que ça ne mette pas tout le monde en porte-à-faux et qu'il n'y ait pas des non-dites et comme on l'a dit, qu'on sente pas qu'il y a un agent qui soit un petit peu favorisé par rapport à d'autres. Voilà. Et ce n'est pas définitif aussi de lui dire qu'une RQTH, ce n'est pas définitif. Et il n'est pas tout seul aussi devant cette démarche, qu'on est là pour l'accompagner, pour le renseigner, voilà, pour tout ça. Et voilà. Et par la suite, donc, je vais lui conseiller de se rapprocher de Laetitia, qui, pour lui, elle va lui apporter plus de précision et un accompagnement un peu plus spécialisé pour monter le dossier auprès de la MDPH. Et du coup, de mon côté, je vais pouvoir recevoir la personne pour établir vraiment le dossier de la MDPH. Alors, suite à l'orientation de Sylvie qui est directement sur le terrain, ou alors parce que le médecin du travail aura orienté la personne vers moi, ou encore, voilà, ça va être en interne avec la personne chargée du reclassement ici. Euh, je peux aussi détecter tout simplement une problématique en lien avec la santé lorsque je reçois une personne en entretien, une personne que je vais recevoir pour une quelconque autre problématique et m'apercevoir qu'il y a en fait une problématique de santé qui peut ouvrir droit à une RQTH derrière. De par mes missions du coup d'assistante sociale du personnel, je vais pouvoir accompagner la personne dans la mise en œuvre de ce dossier RQTH et travailler avec elle sur vraiment, au final, toutes les autres conséquences qui sont invisibles, sociales, et donc pas seulement que les conséquences physiques visibles parfois. Donc notre accompagnement conjoint permet vraiment une vision plus globale et un accompagnement du coup plus global. En entretien, je vais vraiment prendre le temps de repositionner les choses
Les entretiens se font dans mon bureau, donc dans un espace confidentiel qui va vraiment amener à l'échange et à une relation de confiance aussi à terme. Pour remplir le formulaire de la MDPH, je vais demander à la personne de m'expliquer si elle le peut, euh, quand et comment sont apparues vraiment les difficultés de santé, comment elle les vit et comment le vit aussi son entourage. Donc, on va parler en fait autant des impacts sur la vie privée que personnelle. Et pour Pour quelle vraiment, raison vous allez parler de les impacts sur la vie privée? parce que moi, ça va me permettre, en tant qu'assistante sociale, d'avoir une Vraiment, c'est pour vision expliquer à globale nos de la participants. situation. Ouais, ouais. Et Ok. puis, de là aussi, ça va me permettre, du coup, de lui faire part de ses droits, alors au niveau de la RQTH, bien sûr. Mais tout à l'heure, dans le témoignage de Karine, elle parlait aussi du temps partiel thérapeutique. Moi, ça sera aussi l'occasion de lui faire part de ses autres droits au niveau du travail, les différents arrêts maladie qu'il y a dans la fonction publique territoriale et le temps partiel thérapeutique aussi, effectivement. L'appellation RQTH fait peur. Le Mhm. terme handicap fait peur. Donc, comme ce qui a été dit déjà tout à l'heure, hein, je prends le temps, du coup, à chaque fois de reprendre ce terme, de donner des exemples. Vraiment, on prend le temps par rapport à ça. Et puis, lorsque la personne n'est pas prête à effectuer de suite la démarche, ben, je vais parfois l'orienter du coup vers son médecin traitant qui peut être une personne enfin, oui, une personne de confiance qui connaît bien la situation de santé et qui va alors reformuler tout ce qui aura été dit bah, déjà par Sylvie, par moi, reformuler avec d'autres termes et permettre à la personne de prendre son temps aussi. Oui, Euh, effectivement, parce qu'on a. Oui, Parce que du coup, il y a vraiment besoin de réentendre plusieurs fois l'information aussi pour cheminer. Et puis c'est vraiment toujours aller au rythme de la personne. Voilà. C'est aussi quelque chose qui est central en travail social. C'est vraiment aller au rythme de la personne. Donc oui, ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut prendre parfois du temps et c'est frustrant, oui, peut-être. exactement. Ouais, Et ouais. c'est vraiment nécessaire parce que sinon, c'est aussi aller parfois à un échec. Mhm. En ce qui concerne le dossier MDPH en lui-même, alors effectivement, il est assez conséquent et les personnes sont parfois un peu perdues par rapport à ce dossier administratif. Donc, on prend vraiment le temps de se poser, de regarder ensemble les choses, de guider la personne. Et il y a une partie, du coup, dans ce dossier où la personne doit écrire. Vraiment, la partie, c'est les besoins dans la vie quotidienne, le projet de vie. Donc ça, pour rassurer la personne, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va faire un brouillon ensemble pour qu'elle explique vraiment un petit peu son ressenti, enfin, qu'elle mette ses mots. Et donc là, c'est la personne après, voilà, qui va recopier ce brouillon, mais qui a besoin d'être guidée souvent sur cette partie-là. Très bien. Et puis, je me suis permis de partager en même temps que vous parliez une plaquette que vous avez mise en place pour Oui. informer, communiquer sur la RQTH. Donc, avec votre accord, hein, on avait vu ça ensemble. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet que vous avez mis en place et pourquoi vous l'avez fait? Alors cette plaquette, entre autres, elle va nous servir de support quand on va pouvoir échanger avec la personne en direct. Alors, euh, soit Sylvie, bah, déjà, va l'amener avec elle sur le terrain au niveau de ses études de poste et va s'en servir au fur et à mesure. Nous, elle est accessible au niveau de l'espace médico-social, puisqu'on a nos bureaux. Mhm. On est deux assistantes sociales du personnel et on a le médecin bon, qui n'est là que 2 ou 3 fois par mois, malheureusement, mais les plaquettes sont disponibles dans la salle d'attente, elles sont disponibles dans les bureaux de la prévention aussi. Et ça permet vraiment d'avoir un support euh, pour illustrer vraiment nos propos. Et la personne le ramène aussi avec elle, le prend avec elle. Et ça lui permet aussi de relire l'information, de ne pas avoir juste les informations qui ont été verbalisées, mais d'avoir une trace écrite. Alors, une personne demande si vous êtes d'accord pour qu'on partage cette plaquette. Alors, libre à vous de répondre, hein, mais on en parlera peut-être plus tard. On vous Bien sûr. répondra. Voilà, donc, bon, apparemment, c'est OK. Je le rappelle parce qu'il y a des questions dans le chat. Tous les supports des webinaires, des ateliers du FIPHFP ne sont pas envoyés par mail. Ils sont déposés sur le site du FIPHFP. Donc, tout ce qui est plaquettes, tout ce qui est support de restitution, etc., il faut que vous alliez les télécharger dans quelques jours. Il faut juste nous laisser le temps de les consolider et de les mettre en ligne. Mais on n'envoie rien par mail.
D'autres choses à ajouter pour ce que vous dites pas avec par modestie, c'est que vous faites beaucoup de choses hein, pour en prévention, en sensibilisation, vous êtes assez moteur et actif sur le terrain. Et est-ce que du coup toutes ces actions-là vous ont permis d'augmenter votre de vraiment vous voyez à force de communiquer, d'accompagner, est-ce que vous voyez une évolution dans le recours à la RQTH auprès de vos agents? Oui, bien sûr. Puis déjà, une fois que la RQTH est actée et accordée, l'accompagnement déjà ne s'arrête pas là. Mhm. C'est peut-être ce que tu voulais. Oui, Et c'est on peut important dire. de le préciser, oui. Oui, en fait, lorsque la demande de l'RQTH, enfin, lorsque l'RQTH est attribuée, euh, on peut dire qu'on on s'arrête pas là, comme le dit Laetitia, on poursuit un peu notre accompagnement quand même. On fonctionne en équipe pluridisciplinaire, hein, avec le médecin de prévention, les encadrants de l'agent, les acteurs du pôle RH, et que ce soit dans le domaine de la maladie, du domaine de la carrière ou du service prévention. Donc voilà, donc on ne lâche pas l'agent, on l'accompagne quoi, disons. Et juste pour préciser, donc après, notre façon de fonctionner, c'est que toutes les deux, on fait un point hebdomadaire Mhm. de coordination, et on rencontre régulièrement également le médecin de prévention. Voilà. Et comme vous l'avez dit, donc il y a cette plaquette qui est à la disposition que nous fournissons le plus possible, que nous communiquons le plus possible aux agents. Il y a eu des interviews également qui ont été faites dans le cadre de notre communication interne, hein, on a un chargé de com interne qui a eu l'occasion de faire des petits focus sur des agents et qui sont diffusés sur notre intranet. Et il y a voilà, des petites choses de communication comme ça qui sont faites et qui permettent hein, quand même de sensibiliser le plus possible les agents. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour assez rapidement. Eh ben, écoutez, un grand merci à vous. Si vous pouvez éviter de trop inonder le chat avec vos adresses mail, s'il vous plaît, c'est vraiment un lieu de discussion pour poser des questions. Et là, ça commence à devenir un petit peu chargé en adresse mail. Un grand merci à vous deux. Il y a du coup un Merci. podcast qui a été réalisé, hein, Laetitia, par Pierre Jolidon hein, pour le FIPHFP, qui est déjà sorti peut-être ou qui va être en ligne bientôt. Oui, oui, qu'on avait réalisé du coup toutes Oui, les deux et qui est déjà en ligne. Oui, il est Qui en est ligne déjà en ligne, hein, donc et vous pouvez le trouver sur le site du FIPH notamment. Ouais. très bien. Bah, écoutez, un grand merci à toutes les deux d'avoir Merci. témoigné aujourd'hui en tant qu'employeur pour nous parler de tout ce que vous faites au quotidien pour accompagner donc les agents à la reconnaissance. Alors, suite et fin de notre... restez bien jusqu'au bout encore une fois parce que l'évaluation est importante aussi pour avoir vos retours. Je vais les relaisser la parole à Marc de Dumas pour les actualités du FUPHFP et l'agenda. Marc, Je remets c'est ma à vous. caméra, oui. Alors l'actualité est riche concernant le FIP, donc il a fallu faire un petit peu un choix. Vous le savez sans doute tous, et Elodie, vous l'avez dit tout à l'heure, le FIP Occitanie donc a travaillé, produit donc un guide pratique sur la retraite des agents sociaux de handicap de la fonction publique. Donc c'est un outil dont il faut se saisir. Voilà. Ensuite, moi, j'ai souhaité faire un focus également sur quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est que vous êtes quand même nombreux à me signaler, à nous signaler, nous, FIP, qu'il y a des démarches, je dirais, intempestives de la part d'organismes pour forcer donc des employeurs à souscrire donc des prestations euh, donc notamment auprès donc d'entreprises adaptées ou des AT. Voilà, faut être vigilant parce il y a des margoules, hein, il y a des choses vraiment désagréables et malhonnêtes qui se produisent. Concernant aussi des outils que le FIP met en place, c'est assez nouveau, donc je continue de le dire. Avec l'équipe de la plateforme, il y a eu tout un travail fait pour mettre en vidéo de façon pédagogique une information sur les aides, enfin sur les aides, voilà, et comment les instruire avec entre guillemets, les erreurs les plus fréquentes que nous rencontrons. Alors, on change de page, voilà. Et vous dire, voilà, concernant la prochaine DETH,
Le FIP nous propose désormais 7 également tutoriels pratico-pratiques pour vous accompagner, vous employeurs, sur ce dispositif. Information d'actualité également, donc les deux grands réseaux nationaux, GESAT et Andeco, fusionnent pour devenir une structure sous le nom de Osmose, ce qui porte bien son nom. Et ensuite, concernant les nouveautés également 2025, il y a 3 mesures de simplification qui ont été votées par le Comité national du FIP et qui seront officialisées très prochainement, en décembre, voire en janvier. Et par ailleurs, le FIP a entrepris tout un travail de réflexion pour faire évoluer son offre concernant la conventionnement, pour le rendre toujours plus simple, plus facile à mettre en place. Donc ça aussi, ça sera une nouveauté en 2025. On peut peut-être changer de slide. Alors, un point d'actualité concernant le Handipact, l'année 2024 se termine avec, après donc la réunion d'aujourd'hui, dans une dizaine de jours, donc un colloque annuel sur le retour à l'emploi suite à un cancer. Et donc c'est un colloque que nous organisons avec et chez l'Université de Montpellier. Et j'en remercie vraiment toutes les Sur parties je prenantes. précise. Sur inscription. Donc c'est une réunion en présentiel. Voilà, quelques éléments d'information sur la programmation à venir du Handipact de l'année prochaine. Nous avons d'ores et déjà un webinaire de présentation du guide reclassement des agents en situation de handicap. Ce guide reclassement est déjà en ligne. Il a fait l'objet donc déjà de 2 actualisations. Et nous avons une 3e actualisation donc, qui est en relecture, notamment avec la DGAFP. Et on espère le mettre à disposition rapidement en ligne. Et nous doublerons cela donc d'un webinaire dédié l'année prochaine. Nous travaillerons sur le thème des troubles du spectre de l'autisme, FALC également. Nous serons certainement appelés à parler de Alors, le FALC, c'est facile à lire et à comprendre, hein, je Oui, précise. pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le spectre Oui. de l'autisme, ce sera en présentiel. Marc, je me permets de vous interrompre 10 secondes. Et je me permets aussi de préciser, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à ne pas faire partie du territoire Occitanie, mais rapprochez-vous aussi des actions qui sont menées sur vos territoires. Sur chaque grande région, vous avez un FIP-HFP qui organise des choses. Donc sur les webinaires, c'est pas trop gênant, mais sur les ateliers en présentiel, c'est plutôt ouvert, hein, Marc, vous me direz si... mais aux personnes Absolument. du territoire. Donc, oui. Alors, comme nous ouvrons tout à fait nos webinaires aux acteurs des autres régions. Avec le chantier donc, de simplification du conventionnement, nous avons souhaité reprendre tout un travail que nous avions fait il y a 2 ou 3 ans sur la politique handicap, comment mettre en œuvre une politique handicap. Et ce travail, donc, on va le reprendre, le mettre en forme, et ça donnera lieu à la fois à un webinaire et à un guide de présentation. Nous avons choisi également de parler et de voir comment aborder la génération Z et le handicap. Et toujours donc des réunions d'échange de pratiques. Et une de notre réunion sera plus particulièrement dédiée pour la fonction publique hospitalière. Alors oui, je me permets parce que c'est nous qui allons les allumer. Il y aura donc du co-développement, en fait, sur de la méthodologie de co-développement. C'est une nouveauté cette année. On va vous proposer entre pairs, c'est-à-dire qu'on fera un atelier de co-développement pour la fonction publique territoriale, un pour l'hospitalier et un distinct pour la fonction publique d'État. Il y aura des places très limitées. Ce sera des petits groupes et on vous proposera de faire un atelier d'échange de pratiques dans votre fonction publique dédiée. Ce sera uniquement ouvert aux référents handicap, puisque pour qu'il soit intéressant, cet atelier de co-développement, il faut qu'il soit entre pairs et pas trop mixé avec des gens qui n'ont pas la même fonction. Voilà, Marc, excusez-moi, mais comme je vais l'animer, je me permets de donner 2-3 consignes. Merci, Elodie. Voilà, donc j'en ai parlé il y a quelques instants, donc sur l'élaboration d'un guide juridique sur le reclassement des personnes en situation de handicap. Donc c'est la 3e actualisation sur laquelle nous avons travaillé. Le document est en relecture et on espère pouvoir le mettre en ligne très vite. Et sur le slide suivant, on a
quoi? On a... Sur le cancer, oui, accompagné j'ai du mal à lire. Voilà. Le Donc, petit. un guide pratique donc, sur anticiper et accompagner le retour à l'emploi d'un agent pendant ou après un cancer. Donc, chantier qui ira avec le colloque dans une dizaine de jours. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a un Coupez vos micro, micros, oui, s'il vous que plaît. j'ai en retour. Ouais. C'est Camille Beaugrand, s'il vous plaît, merci. Allez-y, Marc. Merci. Voilà, slide suivant. Actualité, donc une ordonnance qui a été publiée et qui introduit donc, ou qui renforce en tous les cas les sanctions concernant donc l'accessibilité numérique. Donc il faut y être vigilant. Et nous allons peut-être encore un dernier slide. Le FIP fêtera l'année prochaine donc ses 20 ans puisque nous avons été créés par la loi de 2005. Et pour cela, le FIP organise donc un tour de France des 20 ans du FIP et il y aura pour chaque région donc organisé donc des trophées emploi public et handicap avec un cahier des charges et tout employeur pourra participer à ce Tour de France, à ces trophées, donc sur chaque région. Et ensuite, les lauréats régionaux seront appelés à concourir au niveau national. Et voilà, donc l'ensemble de ces informations donc, sont en ligne ou seront en ligne très rapidement. Voilà, et je crois que je Merci note est terminé. beaucoup, Marc. Je vais vous demander de reprendre vos téléphones portables, s'il vous plaît, pour aller évaluer l'atelier pendant que nous allons conclure. Donc, un petit passage quand même pendant que vous évaluez l'atelier, sur les questions dans le chat. Donc, voilà, on a souhaité faire un format court pour ce webinaire pour pouvoir vous permettre de le caler dans un agenda assez intense en fin d'année pour tout le monde. Donc, j'espère que ça vous aura permis d'avoir des pistes d'action pour mieux comprendre ce qui se trame dans le cerveau et puis dans les ressentis d'une personne qui hésite à aller à la reconnaissance et puis comment lever ses freins et les aider à aller vers la RQTH et les accompagner jusqu'au bout et avec quels acteurs. Donc, merci beaucoup pour votre participation nombreuse. Vous étiez nombreux à nous rejoindre ce matin. Je vais regarder, Isor, tu me diras s'il y a des questions particulières Oui, auxquelles il excuse-moi, je faut te coupe 2 répondre. secondes. On Oui. me demande si tu peux repartager le QR code, s'il te plaît, si tu peux le réafficher. Oui, bien Repartager ton sûr, je vais écran essayer, avec mais le QR par code, contre, si non, parce que ça possible. va me sortir de la question. Donc, vous Ah pouvez aller, c'est mince. plus simple sur WooClap, www.wooclap.com, et tout en haut, vous tapez RQTH 2811 sur votre internet de téléphone ou sur votre ordi, et vous pourrez J'ai retourner j'ai sur remis le le... code dans la discussion, s'il y a Super. besoin. Merci, Isor. Ok. Donc, Elodie? voilà, oui. Oui, je regarde un petit peu les questions du chat. J'ai une question donc à laquelle je vais répondre. Au vu du contexte actuel, le montant des aides du FIP sera-t-il ou seront-elles revues à la baisse en 2025? Alors, je peux pas anticiper des décisions du comité national. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui revoit à la baisse les aides du FIP. Les décisions qui sont prises sont des mesures de simplification. Donc, ce sont des mesures qui vont aller aider, simplifier trois dispositifs d'aide. Donc, l'information est encore un peu sous embargo, donc je n'en parle pas, mais j'en fais l'annonce. Donc, trois mesures de simplification qui sont annoncées et qui seront communiquées. Mais il n'y a pas aujourd'hui donc de diminution des aides, mais plutôt des simplifications pour venir aider employeurs et agents. Très bien. On nous demande si pour s'inscrire au webinaire du FUPHFP, ils vont directement sur le site. Non, normalement, on a tout un listing complet de la cible des personnes, surtout encore une fois sur Occitanie, fonction publique d'État, territoriale, etc. Donc, vous recevez un lien pour vous inscrire. Donc, parfois, les gens reçoivent ce lien et s'inscrivent, mais ils sont les bienvenus quand même. Mais voilà, si c'est pas vous qui vous inscrivez sur le site, c'est nous qui vous envoyons donc une invitation. Alors, les personnes alors, il n'y a pas grand monde qui a voté, enfin quand même pas mal de personnes, mais si vous pouviez voter, ce serait vraiment important pour nous. Les personnes alors globalement, 90% d'entre vous sont très satisfaits. Pour les personnes qui le sont moyennement, ce serait gentil d'avoir un petit mot pour nous dire ce que vous auriez aimé améliorer.
Et en tout cas, je vous rappelle, donc on vous remettra sur le site du FIPHFP dans quelques jours le replay un peu reformaté de l'atelier d'aujourd'hui. Le support PowerPoint pour que vous puissiez revenir dessus. Effectivement, on est obligé d'aller vite, mais vous pourrez avoir toutes les informations. Vous aurez la petite plaquette RQTH de la mairie de Colomiers, puisqu'ils sont d'accord pour vous la communiquer. Et je vous invite à aller vous connecter, pas avant fin de semaine prochaine, le temps qu'on ait tout mis en ligne. Et on vous remercie encore vivement pour votre participation, votre intérêt, les échanges. Et s'il y a d'autres questions très importantes auxquelles on a oublié de répondre et qui sont vraiment dans le vif du sujet, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Merci infiniment aux personnes qui ont accepté de témoigner. Donc, Karine, Brigitte Monnier du CDG du Gard, Thibaut Verne du Cap Emploi 81 Tout à fait. et Ouais. la mairie de Colomiers avec Madame Giotto et Laetitia Domic. C'est du temps de préparation, c'est voilà, du temps d'investissement dans nos webinaires et c'est précieux parce que vos témoignages donnent sens à tout ce qu'on essaye de communiquer. Donc, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de communiquer via ce webinaire. Pour ceux qui ont voté, vous avez la possibilité. Ben, ça ne fonctionne pas. Si c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont pas encore voté, vous pouvez le faire. Et puis écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin d'année. Et puis peut-être à certains d'entre vous, rendez-vous au colloque du 10 décembre sur Montpellier. Et Marc, je ne sais pas si vous voulez redire un petit mot ou si Non, c'est OK écoutez, pour redire vous. peut-être la même chose que vous dites. En soi, merci à tous nos intervenants. Voilà, donc le CDG, enfin Madame Monnier, le Cap Emploi du Tarn, la ville de Colomiers, Madame Domic, Madame Miotto. À vous un grand merci. Giotto, Merci ouais. Elodie donc d'avoir tout organisé. Voilà, et puis Isor en backup derrière qu'on ne voit pas. Enfin, si, Pour que tout on se la passe voit, bien mais le jour même. tout se passe bien. Donc merci à tous et rendez-vous très vite le 10 décembre ou en début d'année prochaine. Voilà, et pour être bien informé, donc veillez aussi à bien nous répondre oui pour pouvoir recevoir nos flash infos et communiquer donc et recevoir directement nos flash infos. À tous un grand merci, une très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.